Entrevue souvenir de Sergio qui date du 7 décembre 2011. Donc, c'est ce que je vais vous présenter dans quelques minutes pour rendre hommage à cette personne qui, au fil du temps, a fait de la diffusion de la conscience sur le web sur plusieurs années. En fait, j'ai appris de la part de Philippe Dufresne que Sergio est décédé le 8 février 2023. Donc, je souhaite mes condoléances aux gens qui le connaissaient, donc amis, membres de la famille. Et Sergio, eh bien, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de l'interviewer. Et c'est la raison, entre autres, pour laquelle je tenais à lui rendre hommage aujourd'hui. Donc, Sergio qui a été quelqu'un extrêmement actif sur Facebook au fil des ans. D'ailleurs, il faisait la gestion de groupes qui visaient la diffusion de la conscience. Et Sergio a écrit une grande quantité d'articles où il a étudié plusieurs sujets en conscience sur Facebook. Et puis, il a réalisé aussi des vidéos, notamment sur YouTube, donc des capsules où il a abordé certains sujets en solo. Et aussi, il avait réalisé des entrevues et aussi organisé des événements, entre autres des soupers rencontres qui se sont tenus au restaurant qui est situé sur la rive sud de Montréal, au Canada, du Breakfast Club. Donc, c'est un restaurant à Longueuil. Moi-même, j'avais déjà été à ce restaurant dans le cadre d'un souper rencontre qui avait eu lieu, qu'il avait participé à l'organisation. Le but, c'était naturellement de réunir des gens dans une salle pour parler de conscience, donc des gens qui sont intéressés à discuter, entre autres, de conscience supramentale. Et c'était dans un contexte convivial, un restaurant où on pouvait manger un bon repas en agréable compagnie. Et c'était dans un salon qui était séparé du reste du restaurant, ce qui nous permettait d'avoir des conversations privées, donc d'avoir une certaine intimité. Donc aujourd'hui, je veux rendre hommage à tout le travail qui a été fait au fil des ans de la part de Sergio en termes de diffusion de conscience, qui, à mon avis, c'est colossal là, en termes d'organisation d'événements. Qu'il a fait et surtout son activité sur le web là, parce qu'il a beaucoup interagi avec des gens dans des forums. Il y a eu beaucoup d'échanges. Moi-même, j'avais échangé avec lui sur Internet. Et au fil des années, eh bien, j'ai réalisé d'une manière ponctuelle avec lui de nombreux enregistrements. Donc, le souvenir que j'ai de Sergio, c'est celui d'un homme ouvert d'esprit, qui avait le sens de l'humour, quelqu'un de sensible aussi, d'intuitif. Quelqu'un qui était généreux aussi de sa parole. Donc, il prenait le temps de discuter avec les gens. Donc, je l'ai vu souvent là, sur Facebook. Là, il prenait le temps d'échanger avec des gens. Et aussi, c'est un écrivain, à mon avis, parce qu'il écrivait quand même des fois des articles quand même assez volumineux là, sur Facebook. Et je le vois essentiellement comme un communicateur de la conscience à travers ses différentes activités. Et puis, aujourd'hui, ben, dans l'optique de lui rendre hommage, parce qu'au fil du temps, j'ai fait de nombreuses entrevues avec lui là, sur plusieurs années, j'ai décidé de vous partager celle que j'avais faite le 7 décembre 2011, qui est, à mon avis, là, l'une des meilleures qui m'a accordé. Bon, c'est sûr que je vous avertis tout de suite, l'enregistrement présente un petit bruit de fond. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2011, je n'avais pas la qualité du matériel que j'ai aujourd'hui pour enregistrer. Mais si vous êtes capable d'aller au-delà de ça, c'est-à-dire être capable de percevoir la vibration derrière la forme, je trouve que la qualité des propos
par rapport à leur portée vibratoire était intéressante. Là. Et c'est un enregistrement aussi, ce qu'on fait en début d'enregistrement, on fait le tour de sa personne, dans le sens qu'on parle de ce cheminement personnel, de son vécu, le fait qu'il a fait du coaching, à un moment donné, il a fait un cours en massothérapie, aussi au début des années 1990, il y avait eu un cancer. Donc, il nous parle aussi là, par rapport, parce que sur plusieurs années, il a fait l'étude de l'instruction de Bernard de Montréal, de Daniel Kemp, et puis ce qu'il a retenu aussi à l'égard de l'instruction de ces deux individus qui ont initié le mouvement de la conscience supramentale ici au Québec. Et dans le cadre de l'enregistrement un peu plus loin, on aborde plusieurs sujets, dont la mort, la réincarnation, la mémoire, et aussi un sujet qui m'apparaît comme étant fondamental, c'est-à-dire l'importance d'être bien dans sa peau. Et vers la fin de l'enregistrement, on aborde la question du temps. Et ça a été un moment intéressant de l'enregistrement où j'ai senti la vibration monter. Là. Il était très spontané, là, puis il parlait là, sur le temps. Là, donc, j'ai senti que la vibration a monté là, quand il nous partage des considérations là, en relation avec le temps, là, par la fluidité des propos, entre autres, sur le sujet et leur profondeur en même temps. Donc, c'est ce qui est au programme pour aujourd'hui. Donc, le but de l'enregistrement, naturellement, c'est de rendre hommage à toutes ces années par rapport auxquelles il a fait de la diffusion sur le web. Et puis, le but aussi, c'était de vous partager, je pense, une des meilleures entrevues que j'ai faites avec lui pour rendre hommage là, à la qualité de son travail. Et puis donc, c'est ça, il est décédé le 8 février 2023 suite à un cancer. Donc, selon les informations partagées par Philippe Dufresne, qui est une personne qu'il connaissait, que je connais. D'ailleurs, j'ai déjà rencontré là, Philippe en personne. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est un deuil à vivre, parce qu'une fois de temps en temps, ben, j'allais sur des forums Facebook que Sergio s'occupait d'administrer. Et puis aussi, ben, j'ai déjà fait une fois de temps en temps aussi des entrevues à différentes périodes de ma vie avec lui. Donc, c'est sûr que j'ai un deuil, peut-être comme certains d'entre vous qui l'ont connu de manière un peu plus rapprochée, à vivre. Et sur ces considérations, je vous dis bonne écoute pour l'entrevue que m'avait accordée Sergio le 7 décembre 2011. Bonjour tout le monde. Dans le fond, pour débuter l'entrevue, je crois que ça pourrait être intéressant de parler un petit peu de votre parcours personnel. Là. Mm-hmm. OK. Bon, disons que... Fais un petit résumé vite. Bon, premièrement, qu'est-ce que je fais, disons, parallèlement à étudier le supramental, c'est que je fais du coaching de gens, ben, toujours comme à une base de psychologie évolutionnaire. Je fais du coaching de gens qui ont différents problèmes. Comme dernièrement, j'ai suivi une personne qui était atteinte d'un cancer et puis sa mère en même temps. Fait que c'est un coaching de, si tu veux, syntoniser la vie là, en équilibre avec ça. Puis des ruptures amoureuses, c'est sûr aussi. Des gens qui parlent d'un conjoint ou un autre par des ruptures. Et aussi, dernièrement, des gens qui genre de crise d'identité existentielle, là, savoir finalement où ils sont rendus aujourd'hui, puis où ils s'en vont, puis un peu mélanger sur le plan de la conscience. Ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Comme tu sais, je fais des vidéoconférences aussi. Je commence à faire ça. Puis j'interviens beaucoup sur certains forums, dont Facebook, écrit différents textes, différentes thématiques d'évolution. De moi aussi, ben j'ai fait 10 ans de neurologie. J'avais les années 90, j'avais appris la technique de Chris Ador. Et puis j'ai fait une dizaine d'années de numérologie. Encore, c'est une thématique, parce que une thématique plus psychologique, parce que je faisais pas comme prédire dans le temps qu'est-ce qui se passait. Je faisais pas de voyance là-dessus. Là. C'était vraiment donner un statut de centricité aux personnes qui me consultaient par rapport aux chiffres, à leur date de naissance, à les situer psychologiquement là, sur le plan professionnel, sur le plan des relations humaines, sur le plan aussi
où ce qui s'en allait dans la vie. Fait que j'ai fait ça. Aussi, j'ai pris des cours en 1977, ça remonte à longtemps. Dans ces années-là, on faisait ça dans le sol parce que quand tu parlais de parapsychologie, dans ce temps-là, c'était assez tabou quand même. Puis, on avait pris des cours avec une dame qui était une petite fille d'un prêtre vaudou, puis elle nous avait donné des cours, il appelait ça parapsychologie expérimentale, des cours de voyage astral, des cours de télépathie à distance, des cours de se protéger par le plexus solaire, des cours de contrôler à distance aussi les pensées des gens. Fait que certaines personnes. Et puis, ça a été vraiment tout mes débuts, on peut dire, dans l'aventure mystique ou spirituelle. Après ça, en 77, ben là, surtout là, ça a été vraiment le virement, comme je t'avais dit l'autre jour, un virement quand j'ai écouté la première fois Bernard de Montréal à la télévision, une émission de Charles Glenn. Là, vraiment, ça a été un tournant, ça, parce qu'après, juste une fois avant ça, c'était surtout dans plongé dans les livres d'Alan Kardec, puis des livres de Mme Blavatsky, tout ça. C'était plutôt dans l'ésotérisme plus que d'autres choses. Puis avec Bernard, là, ça a vraiment donné un coup près là, dans tout ce que, pour moi, que j'avais appris, là, c'était vraiment un 360 degrés. Et puis à partir de là, de 77, ça a vraiment évolué plus rapidement. Puis j'ai vraiment découvert des dimensions que ce que Bernard a amené, des dimensions que moi-même, je connaissais pas. Mais la seule chose qui est intéressante, la première chose qui est intéressante, c'est, tu sais, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, enfin, un gars qui parle je dirais pas que, pas comme moi, mais je veux dire, qui correspondait à vraiment ce que, depuis des années, moi, j'entretenais comme principe d'évolution. J'ai dit, ça, vraiment, ça fitait. Parce que plus jeune que ça, plus jeune, pour te donner une idée, j'avais 9 ans, 8 ou 9 ans environ, je ne me souviens pas tout à fait. C'était un cours de primaire à l'école, au primaire, puis ils enseignaient, tu sais, dans ce temps-là, c'était vraiment très hermétique, hein? C'était la religion, Adam et Ève, puis la pomme, puis toutes ces affaires-là, puis nous autres, ils nous martelaient avec ça, là, le petit catéchisme. Et puis, j'avais fait déjà un petit move de rébellion. Quand je voyais ça, le bon Dieu, c'est parfait, puis toutes ces choses-là, OK, c'est ça. Fait que, donc, à un moment donné, ça m'est toujours resté, ça, parce que moi, ça m'a vraiment frappé, puis c'est drôle. Il y a sûrement peut-être d'autres aussi comme ça, à part de moi. Mais c'est quand on parlait des archanges déchus, de la rébellion, finalement, la rébellion de Lucifer. Ça m'a vraiment frappé. Écoute, un petit gars de 9 ans, hein, je dis pas un gars de 25-30 ans qui écoutait l'ésotérisme peut dire, il étudiait différentes facettes. Mais à 9 ans, là, ça m'a flashé, tu sais. Je me suis dit, le pas bon, c'est Yahvé, puis toute cette gang-là, puis le bon, c'est l'archange. Parce que je trouvais vraiment ridicule, même si c'était pas le mot à l'époque pour moi, mais je trouvais ça invraisemblable qu'on nous enseignait le Dieu parfait, puis bon, tu n'avais pas le droit de manger à la pomme, tu n'avais pas le droit d'être égal, puis tu n'avais pas le droit de ci, tu n'avais pas le droit de ça. Puis dans notre temps, c'était à l'enfer, tu sais, si tu faisais pas correct. J'ai dit, ça se peut pas, dans ma tête, un être si parfait, être si méchant. Et puis, j'avais vraiment embarqué dans le concept luciférien. Mais pour moi, c'était pas diabolique, parce qu'on sait que, justement, ils ont créé le concept satanique. Mais pour moi, c'était vraiment le défendeur des bonnes causes, si tu veux, le Robin des Bois. Puis j'ai resté longtemps avec le personnage de Lucifer, très, on pourrait dire, très chum avec ce concept-là. Aller jusqu'à, même au-delà du supramental, c'était pour moi, je dirais, un être protecteur. C'était, bon, un peu comme mon ange gardien, mais pas dans ce sens-là. Pour moi, je le figurais, si tu veux, un peu comme peut-être à cette époque-là, un idole mystique. Puis d'ailleurs, sur un de mes deux forums, j'ai écrit un manuscrit, Lucifer et le mensonge cosmique. Lucifer et la femme, le mensonge de l'homme, parce que finalement, pour moi, les grands conspirateurs ont été l'homme et non pas des dieux extérieurs. C'est des hommes qui ont voulu dominer l'homme par la religion puis par les croyances. Puis même dans le côté mystique, spirituel. Pour dire, en réalité, il y a juste à mon Dieu ce Bernard. C'est ça qui m'avait frappé d'ailleurs, c'était quand il a dit souvent de ne pas le croire. Parce que pour moi, c'était justement ça le problème, c'était la croyance. Et puis, c'est ça qui m'a vraiment dégagé de la religion. Puis ensuite, de la spiritualité. Et puis là, quand j'arrivais à Bernard, j'ai décroché vraiment de la croyance. Parce que pour moi, vraiment, l'énergie, le savoir même, qu'on sache peu ou qu'on sache beaucoup, ça revient toujours à nous à déterminer puis à dépolluer toute
le bagage qu'on peut ramasser. Puis c'est là que vraiment, avec Bernard, j'ai vraiment enclenché. Puis Daniel Kemp aussi, il faut dire, parce que j'ai suivi Daniel. C'est vraiment là que je me suis vraiment transformé là, dans, on peut dire, dans une personne d'une évolution de conscience. Oui, puis j'étais curieux de savoir un petit peu par rapport à Daniel Kemp. Est-ce que vous aviez fait son séminaire ou... Non, j'ai pas fait son séminaire, mais j'avais de la famille qui l'ont fait. Fait que ça me donnait l'occasion de le rencontrer. Et puis en 94, parce que pour d'abord répondre à ta question, j'ai pas suivi de séminaire ni d'un ni de l'autre, parce que premièrement, il y avait peut-être une question financière à l'époque, mais même à ça, ça a quand même pu se régler. Mais j'ai été quelqu'un très, surtout avec, comme je te disais tantôt, là, avec mon approche, à partir d'un très jeune âge, j'étais très méfiant. Dans ces milieux-là, j'avais lu quand même pas mal de choses sur les gens qui croyaient, puis je regardais les gens travailler le monde, surtout dans notre temps, c'était très pieux. Tu rentrais à l'église, tu te mettais à genoux, puis les gens devant la croix. Ça me rendrait très méfiant sur un pouvoir spirituel, ou ésotérique, ou quoi que ce soit. Puis j'étais réticent à suivre des séminaires de quelqu'un que je connaissais pas, même si quand même ça va de l'allure. Fait que ça avait été mes raisons. Je préférais garder mon autonomie. Puis d'esprit. Puis quand même, j'avais des gens qui étaient séminaristes de Bernard ou de Daniel. Pour ça, j'avais quand même accès à l'information. Puis dans le cas de Daniel, donc, en 94, je l'avais, par le biais de mon neveu, qui était proche de Daniel, j'avais organisé une conférence privée avec lui à Saint-Jean, et puis des membres d'où je travaillais. Et puis, je l'avais interviewé, c'est la seule fois que je l'ai interviewé en 94, et puis ça avait été une expérience intéressante. J'ai suivi des cours, Daniel préparait des cours du PMC, Mike Contrôleur, puis une couple d'affaires quand même qui va être très intéressante. L'enseignement de Daniel différenciait un petit peu de Bernard à certains niveaux, mais ça rejoignait quand même l'esprit mental, si tu veux, au niveau de l'ego, de l'âme et de l'esprit, c'était quand même les mêmes paramètres. Il détaillait peut-être un petit peu plus au niveau de l'incarnation, du karma, ces choses-là, mais ça donnait quand même une instruction de base. Pour moi, un ou l'autre, là, parce qu'il y avait des gens quand même à l'époque, la grosse époque des années 90, où il y avait des conférences de Daniel toutes les semaines, puis Bernard tous les mois. Mais il y avait des gens j'ai fréquenté des gens des deux côtés. Bon, il y avait des gens qui me disaient on aime mieux Daniel, d'autres disaient on aime mieux Bernard, mais moi je disais ni un ni l'autre, là. Ça dépendait souvent du matériel qui était emmené, puis aussi la capacité. Parce que tu as deux choses là-dedans, c'est qu'est-ce que le conférencier amène, puis c'est qu'est-ce que aussi la personne est capable d'assimiler, selon son expérience, selon ses vibrations. C'est vraiment, je trouve ça très, très, comment je peux dire, pas objectif, mais je trouve ça, je trouve ça important finalement qu'un dise est meilleur que l'autre. C'est tout le temps aussi le gars qui est capable, la personne qui est capable de recevoir l'information, la manière qu'elle va travailler, l'interpréter ou quoi que ce soit. Mais c'était quand même, pour moi, ça a été les années 80, 90, 2000, jusqu'à la mort de Bernard, ça a été vraiment des grosses années au Québec pour l'instruction du supramental. Oui, puis j'étais curieux de savoir, que ce soit par rapport à Daniel Kemp ou Bernard de Montréal, c'est quoi de leur enseignement ou instruction que vous, dans le fond, vous avez retenu principalement? OK, comme principal, les principales que j'ai retenues des autres? Oui. Ouais. Premièrement, c'est sûr que le premier facteur qui m'a plus attiré ou que j'ai conservé le plus, c'est sûr que c'était que l'homme était maître de lui-même par rapport à l'esprit, non pas à l'ego. C'est sûr que l'ego des deux côtés, c'était quelque chose de très déterminant dans l'enseignement. Comme quoi, qu'il fallait que ton ego devienne transparent et mature. Et puis, ça, c'est sûr que les enseignements précédents n'avaient pas ça. Fait que c'était ça, la première chose, c'était ça. C'est sûr aussi qu'au niveau, surtout dans le cas de Daniel, les dernières années, peut-être pas, je dirais dans le plein milieu, mais je dirais dans les 4-5 dernières années, il insistait lui-ci. Ça m'avait frappé d'ailleurs, parce qu'il n'avait pas abordé autant que Bernard l'abordait. Le fait que, de ne pas croire, oui, mais que chaque personne qui venait aux conférences, c'est bien de considérer que tout point de vue était bon. Autrement dit, ce que Daniel disait, eh bien, ça dépendait du point de vue que celui qui l'écoutait qui se plaçait. S'il parlait de l'évolution, ça c'est au niveau de la structure de l'incarnation, ou au niveau du statut de l'âme ou de l'esprit, eh bien,
tu peux avoir 2 ou 3 personnes qui n'ont pas nécessairement la même notion. Mais au bout du compte, comme Bernard disait, c'était pas le mot même qui comptait, c'était la vibration derrière le mot. Et puis ça, c'est quelque chose aussi qui m'avait frappé, la vibration derrière le mot, parce que ça avait déjà été dit bien avant que, même par le Christ, que la lettre tue et l'esprit vivifie. Fait que c'était quelque chose que j'avais trouvé de bon aussi. Là. Au niveau de la parole, l'ajustement de la parole, ça, c'était quelque chose aussi que j'avais trouvé très bon. Parce qu'on sait que les gens, en général, dans un milieu, on va dire, entre guillemets, normal, les gens parlent, puis même on dit, ils parlent pas, ils jasent. Fait qu'ils vont parler sans savoir ce qu'ils disent. C'est souvent du perroquage. Je veux dire, ils vont répéter des choses, ils vont calomnier, ils vont juger. Il n'y aura pas un web créatif. Et puis, dans le sens que c'est partie de l'enseignement-là de Bernard puis de Daniel, le web créateur ou un ajustement de la parole, c'était quelque chose que j'ai trouvé très bon aussi. Au niveau, là, je ne m'en souviens pas par cœur du détail, mais qu'est-ce que Bernard a amené sur la sexualité, j'ai trouvé ça très bon, surtout dans le temps des conférences qu'il a faites avec Richard Glenn. C'était intéressant, je sais pas, les années 80, tu vois. C'était assez spécial, ça. J'avais trouvé ça bien original, l'énergie, la question de l'énergie là-dedans. Oui, ben moi aussi, j'ai aimé beaucoup cette période-là, au début des années 80, parce que Bernard de Montréal, il y a eu plusieurs périodes. Tu sais, il y a eu cette période-là. Il y a eu ensuite la période, voyons, avant celle-là avec Daniel Ménard, l'autre intervieweur qu'il y a eu, c'était... il y a eu Daniel Ménard, Payotte. Oui, François Payotte, oui. Il y a eu François Payotte. Ça, j'ai un petit peu moins aimé, parce que je trouvais que c'est plus intellectuel, l'approche de François Payotte. Oui. Mais ça, c'est discutable. C'est ça. Glenn, il était plus ésotérique. C'est ça, Payotte, plus intellectuel. Puis Daniel Ménard, ben, c'est ça, je l'ai eu en entrevue récemment. Lui, il est plus dans je trouve, le vécu pratique de la conscience. Tu sais, par rapport à faire... parce que lui, il fait de la consultation. Fait que je le sens plus à l'écoute des préoccupations des gens là, dans leur quotidien. Oui, avec Daniel Ménard, qu'est-ce que j'avais aimé aussi, puis c'est ça que je m'en allais venir vous le dire, c'est que ce que j'ai retiré aussi beaucoup, autant Daniel que Bernard, parce que les deux ont véhiculé beaucoup au niveau du couple. Puis je sais que Bernard il en a parlé dans quelques conférences, mais avec Daniel, il avait fait quand même 3 ou 4 bonnes conférences sur le couple que j'avais vraiment aimé. Et puis, parce que c'était vraiment, parce que moi-même, je suis un militant de la défense de la femme contre les batteurs de femmes, ces choses-là. Fait que j'ai longtemps milité sur des forums. Et puis ça, quand j'avais écouté ça à l'époque, j'avais vraiment, ça m'avait allumé. Parce que, effectivement, surtout avec Daniel Ménard, certaines conférences, c'est sûr que Daniel jouait un peu pour la conférence de l'avocat du diable, mais Bernard, vraiment, c'est sûr que beaucoup d'hommes ne doivent pas se sentir bien à l'aise là-dedans parce qu'il décortiquait surtout l'homme inconscient face à la femme, parce que pour Bernard, la femme, c'est très, très, très important. La valeur de la femme, j'écoutais même dernièrement ses dernières conférences, là, dans sa dernière section de psychologie évolutionnaire. Et puis, pour Bernard, c'était vraiment son fer de lance, l'état de la femme vis-à-vis le sort que l'homme lui réservait, ici et surtout ailleurs, au niveau du monde, ça c'est dans le monde islamique ou dans le monde ailleurs. Il disait qu'au Québec, c'est sûr que la situation de la femme elle avait beaucoup amélioré, mais il n'empêche que Bernard, même avec Daniel, je me rappelle, disait que l'homme, c'était vraiment, je ne me souviens pas, là, mettons, il était pratiquement stupide, là, je ne me souviens pas du mot précis, mais il ne se gênait pas, disons, pour... Fait que ça a été un autre élément, ça. C'est sûr que j'ai retenu beaucoup plus les choses comme ça, pratiques, dans notre vécu, comme la situation de la femme avec l'homme, la situation du couple. Daniel lui a amené ça sur le couple nouveau, l'homme nouveau, la femme nouvelle. Daniel a parlé beaucoup de l'enfant aussi à l'époque parce qu'il a fait sur l'enfant Teflon. Et puis, c'est ça. C'est des thématiques là, qui touchaient l'humain personnellement dans son évolution personnelle. J'ai bien aimé ça. C'est sûr que j'ai aimé aussi les développements ésotériques, là, quand les deux ont parlé du karma. Daniel a amené le concept de la réincarnation pluralitaire, qui était finalement une réincarnation qui était 24 heures sur 24. Autrement dit, c'est pas juste la réincarnation quand tu décèdes que tu reviens. Tu réincarnes dans ton vécu même par rapport aux fonctions de ton âme, à tes réactions d'âme, ton corps astral, puis tout. Tu joues avec la mémoire à journée longue. Tu supprimes les mémoires comme si n'agglomère des nouvelles. Et puis, c'est avec ça que tu fixes ton statut un peu d'évolution à tout temps. Je veux dire, c'est pas juste là comme tu décèdes. Puis là, c'est sûr qu'il y a une mécanique aussi quand tu décèdes.
j'en parlais justement de, je ne sais pas quelle vidéoconférence j'ai faite, mais il y a quand même un processus qui se fait au niveau de, quand tu es mort, ben, tu as des passages, tu as des états de conscience, tout ça selon ce que tu as vécu. Mais là, comme Bernard l'a dit ça une fois dernièrement, c'est pas quand, sur une de ses dernières conférences, c'est pas quand tu es mort que c'est le temps. Même Daniel Ménard, je pense qu'il l'a dit, je suis pas sûr. Mais c'est pas quand tu es mort qu'il faut que tu évolues, c'est quand tu es vivant. Parce que quand tu es mort, là, c'est comme, tu prends le voyage, puis tu vas te ramasser où est-ce que tu dois te ramasser. Mais tu es vivant, ben, c'est le temps vraiment d'agir. C'est ça. En fait, parce que, bon, on a parlé, c'est ça, Daniel Kemp, Bernard de Montréal. Et moi, sur la piste que je veux vous amener après avoir parlé de votre parcours dans les dernières années, c'est de voir où ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à vous, les prises de conscience que vous avez faites dans les dernières années, les derniers mois dans votre vie. Oui, OK. Les dernières années, bon, c'est ça. C'est sûr que par rapport aux instructions qui ont été données par ces hommes-là, il faut toujours que c'est sûr que tu reviennes à toi-même, parce que d'ailleurs, Bernard le disait que c'était quasiment dangereux. Il ne fallait pas le créer pour la bonne raison que, bon, tu pouvais dériver un peu dans ta vie, puis prendre des directions nécessairement qui n'étaient pas les tiennes. Fait que dans mon cas, moi, personnellement, comme je t'avais dit, je t'avais parlé de la dernière entrevue, j'ai eu un cancer, fait qu'en 92, disons que ça, en premier lieu, ça te permet de te statuer précisément dans ta forme, dans ta vibration, savoir où est-ce que tu t'en vas, comment tu prends ça, est-ce que tu vas paniquer, est-ce que tu vas te créer des illusions, ben, je vais mourir, Et puis ça a été vraiment une première expérience en 92, donc de mon statut personnel face à un événement. Et ça s'était bien quand même passé. C'est sûr qu'il y avait eu un choc, un petit choc émotionnel, parce que j'ai su ça par téléphone. Mais ça s'est bien passé. Et dans ce temps-là, souvent, je disais à mes amis ou à d'autres, écoute, je sais pas comment, c'est pas le niveau, j'aimerais savoir, tu sais. Et puis, quand je l'ai su, ben, c'est sûr que là, j'ai vécu avec ça. Après ça, j'ai eu une perte, 92, après ça, j'ai eu une perte d'emploi, vers 5 ans. Et puis, ça là aussi, je dois dire que je l'ai trouvé dur, parce que j'avais 52 ans. Et puis, 52 ans, tu sortiras pratiquement devant rien. Ça, encore là, ben, j'ai vu que j'avais un état de conscience quand même. Parce que c'est là, finalement, que tu vois, hein, c'est face à une épreuve ou à une contrariété que tu vas voir vraiment le coup de ton taux vibratoire, quelle fréquence tu vas aller. Et je me rappellerai tout le temps que la dame qui était aux ressources humaines, elle m'avait dit, j'en reviens pas, elle dit, vous réagissez comme sereinement. Il y a des gens que je rencontre qui ont congédié, il y en a pour 2 semaines à être dans la brume, puis ils reviennent juste me voir après 2 semaines, vous revenez après 2 jours. Vous n'êtes pas comme les autres. Finalement, dans un état de même, quand il t'arrive de quoi, c'est sûr que tu ne penses pas à ce que c'est. Tu agis, tu vis le moment présent de la situation. Et puis c'est ça justement, c'est une chose qui m'a beaucoup amené suite à ces instructions-là, c'est de vivre justement le moment présent de la situation. Parce qu'avant, c'était souvent justement une personne qui vivait beaucoup du passé, et puis que j'anticipais l'avenir. Fait que je n'étais pas bien centré. Fait que tout ça, avec les années, ça m'a amené à vivre plus le présent, puis plus en plus l'instantané si possible. Ça a changé ma façon de penser aussi. Justement, avant, j'étais quand même à Saint-Alou, j'ai une grosse bibliothèque chez nous, je lisais. Et puis, j'avais déjà écouté Daniel Kemp qui avait dit, à un moment donné, il dit, quand vous entrez dans la conscience, il dit, vous serez plus capable de lire. Puis ça, je te parle de ça, c'était les années 80, 86, 87. Puis moi qui étais un gros lecteur, voyons donc, tu fais pas le goût de lire, tu sais. Mais effectivement, c'est sûr, avec le temps, tu apprends par toi-même, tu rentres en dedans, tu vis des expériences où il y a des choses qui t'arrivent, des expériences de vie, puis tu réagis instantanément. Bon, à ce moment-là, tu te dis, j'ai plus besoin de lire, tu es capable par toi-même d'agir. Ben, c'est ça, quand tu es dans le savoir, c'est que tu n'as plus besoin de l'extérieur pour te dire quoi faire, parce que tu peux t'auto-gérer par rapport à ta conscience. C'est ça que, pour moi, en tout cas, c'est ça que ça l'a amené. Ça a été, je sais pas comment je pourrais dire, un bon 180 degrés de gérer ma vie, si tu veux, par rapport
à l'esprit plutôt qu'à l'âme. Ça a été un bon 180 degrés quand je regarde mon vécu. Et puis, ça a été, je dirais même pas positif, ça a été créatif. J'ai déjà dit souvent à des gens la manière d'évoluer, la manière de changer d'envie ou de se prendre en main ou d'être créatif. C'est sûr que pour chaque personne, c'est différent. J'ai déjà dit moi-même à des gens que, soit que je faisais des petites conférences ou des rencontres, je disais, parce que qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que des gens vont rencontrer des gens qui ont suivi des séminaires de Bernard, des cours, des formations. Je sais de Bernard ou d'autres, aujourd'hui, parce qu'il y en a plus qu'aujourd'hui, il y en a plusieurs. Mais il ne faut pas que les gens s'imaginent qu'on est mieux nous autres que d'autres. On a tous nos problèmes, et puis je sais que chaque personne dans sa vie a une occasion de vivre, ça fait de faire un saut dans une nouvelle évolution. Ça peut être un livre, ça peut être rencontrer une personne, ça peut être un événement dans sa vie, ça peut être une conférence. Chaque personne a dans sa vie un événement qui peut arriver à changer sa manière de penser. Sauf que c'est sûr, il faut que ça fasse son effet. C'est sûr que ça ne change rien. C'est une personne qui est fermée ou bien qui est plutôt du genre agnostique ou je sais pas, mais je dirais pas athée, mais qui est terre à terre, ben, c'est ça que je voulais dire. Terre à terre, ben écoute donc, c'est le même, mais quelqu'un qui a envie de changer, d'évoluer, toutes les méthodes sont bonnes, en autant que la personne n'essaye pas de passer par sa méthode, parce que c'est tout en seul problème, comme tu as dit. C'est comme si quelqu'un, mettons l'enseignement de Bernard, pour prendre celui-là, il y a des gens qui vont être... j'ai vu des gens, moi, dans ma vie, que j'ai fréquenté, il y a une forme d'endoctrinement qui peut se faire pareil, et puis c'est pas mieux ça qu'un gars qui va te pogner dans la religion catholique ou quoi que ce soit. Fait que ça devient toujours à l'ego de faire un équilibre dans qu'est-ce qu'il va recevoir, surtout quand c'est du neuf, que la personne n'a jamais appris. C'est plus facile avec du neuf, mettons comme ça, puis vibratoire, de rester cloué, si tu veux, à la mémoire de l'enseignement, parce qu'un enseignement, aussitôt que l'enseignement est transmis, il devient une mémoire, en partant. C'est ça. Quoi que Bernard ait dit, ou Daniel, ou d'autres, en le disant, ça devient déjà une mémoire. Fait que là, à la mémoire, ben, les gens vont se coller sur la mémoire, et puis ils vont en faire une référence tout le temps. Quand je dis une référence, je veux dire à longue. C'est bon, tu le sais, c'est fini. Bon, ben après ça, ben, tu passes à d'autres choses. Si tu as envie d'un événement quelconque, et ben, donc, tu vas savoir si c'était vraiment la carapace pour la vivre. Pas les connaissances, mais la carapace. Parce que les connaissances, ça, finalement, ça sert à rien, ça, au bout d'une expérience. Mais la carapace que tu as, ton intégrité intérieure, ta capacité intérieure de d'agir créativement, et bien, c'est ça qui va déterminer si un enseignement ou un autre était bon. Mais moi, je dis que chacun est à sa place, puis comme il a déjà été dit, la maître arrive quand l'élève est prêt. Fait que dans ce sens-là, je crois que n'importe quel enseignement, pour moi, il est bon. Parce que je dis ça parce que souvent, je vais voir certains forums ou certaines personnes qui vont dire mais Robindo ou bien d'autres, Krishnamurti, c'est plus ça, avec Bernard, c'est de la mémoire, ça prend du neuf, tu sais. Mais je suis pas d'accord avec ça, parce qu'en réalité, c'est tout de mémoire. Puis c'est aux personnes à ajuster leur savoir instantané avec une mémoire du passé. Un peu comme tu as fait l'autre jour quand tu avais fait une émission avec Freud. Et puis tu as comparé un peu les deux enseignements du supramental et celui de Freud. J'ai toujours un petit quelque chose d'aller chercher des deux. Oui, bien juste préciser aux gens que ici, dans le fond, vous faites allusion à un enregistrement où je faisais des liens entre l'enseignement de Freud puis également le supramental, tu sais. C'est ça. Je trouve que c'est intéressant, je l'avais souligné d'ailleurs que s'il y en a d'autres comme ça, parce que moi j'ai suivi ce que j'ai lu des enseignements de Nietzsche, il y en a de Kant, après ça il y a celui de Gustav Jung d'ailleurs que Bernard parlait de temps en temps, Schopenhauer, tous des philosophes anciens ou antiques, mais quand même qu'il y avait, de toute façon ces gars-là, que ça soit Einstein, que ça soit Victor Hugo, il y avait quand même une intelligence supérieure à la masse à leur époque. Il y avait une capacité créative d'exprimer des sujets comme la masse ne l'exprimait pas autour d'eux. Et c'est intéressant quand même à voir, c'est juste d'observer, tu sais, c'est parce que ce que je voulais dire, c'est parce qu'on ne peut pas te rendre tout à un niveau de dire, moi, c'est tout fait pour moi, autrement dit. C'est tout le temps bon de se nourrir d'une nourriture, mais c'est pas bon de vouloir s'en nourrir à tout bout de champ. C'est ça que observer les choses, étudier les choses, c'est comme quelqu'un qui s'intéresse
à la tombe, la structure de la tombe, ça n'empêche pas de prendre un livre puis lire sur la tombe, tout ça, mais je veux dire, il ne se mettra pas à étudier le livre par cœur là, pour montrer à tout le monde qui connaît tout de la tombe. Fait que, mais peut-être qu'en disant ça, ça peut y amener quelque chose dans sa tête, un déclic. Puis là, en ça, ça m'amène à d'autres choses. Parce que pour moi, c'est tout le temps quelque chose qui amène à d'autres choses, qui va faire un lien dans ta tête. Parce que l'ego, lui, il lit, il mémorise. Mais dans ta tête, tu as l'esprit. Puis l'esprit, lui, tu n'as pas tout dans l'ego. Dans ton ego, tu ne sais pas tout ce que ton esprit sait. Fait que tu peux lire quelque chose, puis tu dis, je comprends ça autrement, ça. Puis il va te décliquer. Et puis avec ça, tu t'en vas, puis tu laisses ça là. Puis et comme aussi, tu vas parler avec des gens, c'est le même principe. Il y a des gens qui vont t'apprendre des choses nouvelles que tu ne sais pas. Ils vont avoir une vision différente de ce que tu sais, une manière différente de voir. Puis tu vas dire, c'est vrai, vu le même. Puis ça devient pas une vérité, cependant. Ça devient une réalité qui est transformée, qui est renouvelée. Et puis tu t'en vas avec ça. Et puis après ça, tu vas rencontrer peut-être un autre. Fait que c'est pour ça qu'en fait, il n'y a jamais de vérité. Il y a juste les réalités qui se moulent. Une réalité qui est transmise différemment, qui est reçue différemment. Fait que, donc, c'est à différencier, parce que l'énergie, c'est toujours à être différenciée de haut en bas. D'ailleurs, l'existence même de la réalité, c'est la différenciation entre l'énergie plus dense et l'énergie plus subtile. Ça donne à un moment-là des variations. Bon, une variation, l'ego, c'est une variation. Lui, il mémorise et puis il donne un sens de direction à l'énergie. Ta l'âme qui, elle, c'est le parcours, c'est le tout, avec une mémorisation aussi, mais c'est uniquement du parcours versus l'ego dedans. Puis à ce niveau-là, les deux, le parcours, puis moi je prends tout le temps l'ego comme un cheval sauvage, puis il va parcourir avec l'âme qu'est-ce qu'il a vu comme expérience dans son vécu. Et puis les deux, ça l'amène finalement au cavalier. Le cavalier, c'est l'esprit, le mental supérieur, qui lui se doit à un moment donné que l'ego s'est dompté, puis que le parcours change selon justement que le cavalier va aller dans des directions différentes, parce que toute cette transmutation-là va se faire de différenciation d'énergie. Autrement dit, moins que l'ego a de la mémoire subjective, de la mémoire focalisée, et plus qu'il va aller vers de nouvelles dimensions de son savoir, et ainsi de suite, et puis c'est tout ça. Mais c'est tout le temps une question de différenciation. Dans tout. Quelqu'un qui a le sens de la différenciation, il va tout le temps être intéressé à connaître n'importe quoi. Puis sans y amène rien, il va se détacher tout de suite. Sans y amène de quoi, il va l'aimer. Et puis, il va tout le temps être disposé aussi à laisser ça là où ce que c'est. Il ne va pas s'en embarrasser pour se créer des nouvelles mémoires qui deviennent, même, je les appelle quand même parasitaires. C'est ça aussi, le problème des mémoires des gens qui vont se prendre au sérieux, c'est des gens justement qui sont parasités par des mémoires qui leur donnent l'impression qui sont différents du monde, mais qui sont surtout supérieurs. C'est ça le problème de la mémoire parasitaire, c'est de se prendre au sérieux, de se penser meilleur. Et dans le fond, c'est tout l'inverse, parce que plus tu te penses meilleur, plus tu t'éloignes de ta centricité, de la vibration de la source, et tu deviens plus une marionnette qu'un être créatif. Puis ici, pendant qu'il y a des gens qui nous écoutent et vous avez des questions, faites-les parvenir dans la page de chat en direct, donc l'espace de clavardage, parce que là, je vois qu'actuellement, 27 personnes qui nous écoutent. Donc, gênez-vous pas. Donc, les gens, là, si vous avez des commentaires ou des questions pour l'invité de ce soir. C'est sûr que vous parliez de la mémoire. Je pense que l'un des éléments que l'être humain qui vit le processus de conscientisation, tôt ou tard, il n'y aura pas le choix de se détacher de l'ensemble des mémoires du passé. Ah oui, exactement. Tôt ou tard, oui, il n'y a pas le choix parce que la mémoire, c'est pas... la mémoire va servir de pavé à quelqu'un qui veut se conscientiser, c'est-à-dire qu'il va apprendre des choses. Bon, ça c'est, qu'on en parlait tout à l'heure, ça c'est des instructions de Bernard, par exemple, d'instructions expérimentales en général. C'est un pavé de mémoire, c'est un peu comme un trottoir que tu empruntes ou un sentier. Tu l'empruntes. C'est sûr que tu enregistres de la mémoire. Parce que la mémoire, c'est pas juste de se rappeler du passé, c'est qu'est-ce que tu vis. Ce que tu vis, c'est enregistre. Pas nécessairement, ça devient de la mémoire. Fait que ça devient aussi, donc on va dire, un genre de CD que tu mets dans ton ordinateur, puis tu t'envoies avec ça. Et puis là, à un moment donné, tu vas agir, tu vas avoir des situations que tu vas agir,
Et puis, c'est toujours, d'ailleurs, là, c'est dans les situations que tu vas pouvoir savoir si tu as la bonne mémoire ou si tu n'as pas la bonne mémoire. Parce que c'est sûr qu'il ne faut pas comment je pourrais dire, il faut pas se leurrer. On n'est pas des, comme moi, ce qui me concerne, là, on n'est pas des fusionnés. On peut être, on est branché à un certain niveau. Il y a des gens qui sont plus branchés que d'autres à leur esprit, à leur source. Mais fusionnés comme Bernard, je veux dire, là, on oublie ça. Fait que, mais il y a des gens quand même qui sont branchés dans une énergie consciente et qui sont capables on va dire, d'être différents, mettons, son comport avec des gens qui ne sont pas dans une évolution de conscience, qui vont être terre à terre, et qu'eux autres, ils vont tout être en fonction de mémoire collective, que ce que Bernard appelait des mémoires de conscience de race, tout ça. C'est sûr que ces gens-là, si on prend même aujourd'hui, on peut le voir dans le monde, des gens, ça c'est surtout islamique, parce qu'on voit plus de même des mouvements de masse, ou bien des gens qui ont vécu des expériences comme en Europe de l'Est ou quoi que ce soit, des karmas collectifs assez denses. Et bien, même les Chinois, dans le cas ça, c'est un peuple très collectif, les peuples asiatiques. C'est difficile pour des gens comme ça d'arriver et de se débarrasser des mémoires. D'autant plus que les mémoires sont, sont millénaires, sont même plusieurs fois millénaires. Fait que pour des cas comme ça, ou si on le prend ici en Occident, mais c'est des gens qui ont été endoctrinés dans la religion ou dans des traditions familiales denses, où ils n'ont pas été capables de se dégager de ces égrégores collectifs. Et c'est difficile à ce temps-là. Fait que la mémoire, effectivement, il faut qu'elle soit coupée. Et puis justement, tu parlais l'autre jour, comme certains de tes invités qui parlaient de la musique. Puis, es-tu encore là? Oui, je suis là. En fait, c'est parce que j'attendais un bit. OK, c'est beau. C'est parce que... Et puis, oui, c'est parce que dans... Tu un bit dans ton radio? Comment? C'est-tu un bit? T'attends-tu un bit dans ton... non? Ça ne vient pas chez vous, ça? Un bit? Oui, je l'entends de votre... Ouais? Oh, pas du coup, c'est pas grave. OK. Ouais. Puis, c'est ça. Au niveau de la musique, admettons, moi, je suis un grand amateur de musique. Puis, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tu fasses un certain ménage dans la musique. Parce que tu écoutais la musique à tes 20 ans, la musique à tes 30 ans, 40 ans, 50 ans, il faut que la musique change un peu parce que sinon, la musique, c'est très... la musique, c'est beaucoup de mémoire aussi, la mémoire de tes expériences, la mémoire de tes premiers blondes, la mémoire de ci, la mémoire de ça. Et puis, c'est important de... Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai procédé à ça. Puis, comme disait Daniel Menard, ça donne un petit pincement au cœur, mais il faut mener à avancer. Puis, si tu veux faire de la place, je propose de vous la musique, pas la musique, mais notre ego, notre être, finalement, à un ordinateur, d'un disque dur. Puis, manier le disque dur, il faut que tu fasses le mélange parce que c'est plus place la mémoire vive. Je veux dire, la mémoire vive ne veut plus bouger. Oui, c'est ça, il y a trop de mémoire morte à un moment donné quand ça s'accumule. C'était avec Bernard Cassavant la semaine passée que j'avais parlé de musique parce que lui, c'était des parties des micro-sillons qu'il avait accumulés au fil du temps pour laisser de la place à autre chose. Donc, c'est ça. Il y avait Blanchard dans la salle de clavardage qui a pour question pourquoi on ne se souvient pas de nos mémoires, de nos vies antérieures. OK. C'est la question? Oui. C'est ça la question, de savoir pourquoi on ne se souvient pas de nos vies antérieures? Oui. OK. C'est sûrement dans le processus de réincarnation. Et voilà, c'est parce que quand on décède, on est c'est tout dépendant. On va prendre des cas globaux, là, en général. Des gens qui se réincarnent, donc on va se réincarner. Donc, en se réincarnant en passant, on va pas sur le plan intellect. Ça, c'est sûr, on revient ici. Fait que les mémoires, c'est que l'ego, il n'y en a plus. L'ego, il dissocie, il dissout. L'âme continue. On va aller sur un plan, sur le plan astral, on le sait. Et à partir de là, la réincarnation, c'est qu'il y a un agrégat. Ça, un agrégat, c'est tout un ensemble d'archives astrales de tout ce qui a été vécu comme situation. Ça, c'est rattaché à l'astral. Et l'âme qui va se réincarner, elle va être réincarnée proportionnellement à un état comme ça, à un archive, je veux dire, qui est nouveau, c'est pas donc un déjà vécu. Ça va être un déjà vécu, mais pas par le même ego, pas par la même âme, donc un autre pattern, un autre scénario,
c'est des scénarios, ça, dans le fond, des scénarios de vécu qui n'ont pas été réglés. Parce que tout ce qui n'est pas réglé reste en suspens. Il n'y a rien qui se détruit, seules les formes changent. Fait que ça reste en suspens, c'est des archives. Et l'ego, lui, il va être amené, le nouvel ego, il va être amené à se réincarner dans un choix de situation comme ça, mais qu'il n'a jamais vécu. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr qu'il va arriver dans ce schéma-là, ce pattern-là, il va se réincarner dedans, là, au niveau du mec, ça c'est le temps de se réincarner, au niveau du couloir incarnationnel. Puis il va réincarner là-dedans, aussitôt que l'âme descend 50 sur la Terre. Il va vivre une vie comme qu'il a déjà vécu, je veux dire qu'il n'a jamais vécu. Mais son passé, à lui, le passé, il a été dissous. Et sa mémoire égoïque, parce que ça, de toute façon, c'est la mémoire du vécu, l'important au niveau de l'esprit, donc, c'est conservé, ça, c'est ce que Bernard appelait comment est-ce qu'il appelait ça? Pas l'agenda. Ça ressemble à ce Le plan de vie? Pardon? Le plan de vie? Le plan de vie? Non, c'est pas le plan de vie. Je me souviens pas du mot précis, mais il y avait c'est une archive, si tu veux, que tout quand même est conservé. Le plan de vie, lui, ça m'amène une bonne question aussi, parce que ça fait partie de ça. Le plan de vie, il y a des gens qui vont dire que le plan de vie ne change pas. Le plan de vie peut changer, mais pas la programmation. Parce que donc, dans qu'est-ce que l'homme va s'incarner, donc dans un nouveau pattern, il y a une programmation, ça c'est sûr. Dedans de cette programmation-là, tu as différentes options qui vont faire que tu vas aller dans une direction ou tu vas aller dans une autre. Ça va être à établir selon ce que l'ego va faire. Et puis le plan de vie, lui, le plan de vie suit l'option que tu vas... ça c'est, mettons, un gars, il va se marier ou il se mariera pas. Fait que il va rester célibataire ou il va se marier. Il va avoir ça va aller selon la capacité de l'âme à s'ajuster. C'est ça, le processus de qu'on se souvient pas qu'est-ce qu'on était, c'est ça. C'est parce que les mémoires qu'on a vécues avant, ils sont tout simplement ils sont détruites. Parce que les gens qui vont faire des régressions d'âge, des régressions de l'intérieur, je veux dire, c'est même Bernard le disait, ça, c'est Daniel, ça peut absolument rien, c'est des trucs astraux. Ils vont t'emmener dans des vies où tu peux aussi bien, comme il disait souvent, tu vas être pris par un Napoléon, quoi que ce soit. Ils vont tout le temps te monter de grade assez haut. Tu sais. Mais c'est parce que ça donne absolument rien à savoir qui tu as été avant. Ça, c'est un peu comme moi, quand je faisais de la numérologie, je disais aux personnes, ça donne rien de savoir qu'est-ce qui va vous arriver dans le futur, parce que c'est le présent qui compte. Parce que les gens qui vont aller voir des gens, des voyants ou quelque chose là, pour se faire dire leur futur, c'est qu'ils basent leur vie sur un futur qui n'existe pas encore, mais en ignorant le présent. Tu sais. C'est le contraire. Il faut que tu construises ton présent pour faire un futur qui va s'accorder avec ça. Fait que c'est le même principe pour ça. Un passé, qui tu as été, de toute façon, ça ne change rien. Tu as été quelque chose de toute façon assez pour que tu reviennes. Donc, il y avait un problème dans un certain niveau, tu reviens. Fait que là, la bonne affaire à savoir, c'est comment tu vas faire pour plus revenir. Tu sais. C'est tout ça qui est important de savoir pourquoi tu es arrivé. Fait que les mémoires du passé, c'est ça que c'est normal. Je dirais, par exemple, cependant, les réincarnations, c'est sûr que tu as des incarnations au niveau de l'âme, tu as des premières incarnations, parce que l'âme, elle vient qu'elle s'incarne une première fois, et puis l'âme est peu, hein. Fait que c'est sûr que là, ça ne sera pas la même affaire. L'âme va beaucoup à apprendre de qu'est-ce qui peut se passer dans la vie d'éléments. Mais les hommes, en revenant, en se réincarnant, c'est sûr qu'il y a une maturité qui se fait au niveau de l'apprentissage. Et il y a des mémoires à ce moment-là qui pourraient être conservées, des mémoires qui sont créatives, qui amènent l'individu à s'énergiser plus dans sa conscience. Le temps de la conscience devient plus de l'esprit, donc l'esprit a plus de marge que l'ego. À ce moment-là, le temps devient plus subtil, donc les personnes sont plus de facilité. C'est plus fluidique pour rejoindre leur source. Et à ce moment-là, ça devient donc des âmes de plus en plus, on va le voir d'ailleurs, des gens qui ont des affinités, qui vont se rencontrer, des âmes en évolution depuis X temps. Ils vont dire, on marche bien ensemble, on se comprend, puis ça. Les âmes vont être beaucoup plus fluidiques. Ils vont être plus cristallisés, puis l'esprit va être plus apparent dans ces âmes-là. Et puis, c'est ça. Ça, quand même, c'est pas que les personnes se souviennent plus que ce qui était, mais plus un souvenir, si tu veux, de la créativité, avec les âges, de la créativité accumulée par rapport à l'esprit. Ils ont plus de présence d'esprit.
c'est une mémoire, je te dirais, une mémoire dynamique. C'est pas une mémoire parasitaire ou une mémoire passive. C'est une mémoire statique. C'est une mémoire dynamique qui fait que leur énergie, de réincarnation à réincarnation, s'ajuste tout un petit peu plus, puis un petit peu plus de courant qui passe à travers leur être, et ils deviennent aussi plus, à ce moment-là, plus flexibles dans la vie et plus proches de, à un moment donné, qu'ils vont atteindre le niveau de conscience qu'ils doivent atteindre, puis le mental supérieur va fusionner avec tout ce qui reste, tout ce qui constitue, je veux dire, la personne en expérience. Fait que c'est ça, finalement, pourquoi les gens n'ont pas de mémoire, c'est parce que c'est comme ça, ils n'ont pas à s'adapter qui étaient, ils ont juste à savoir qui sont dans le temps présent. Oui, exactement. Ça nous ramène au moment présent. De toute façon, on ne peut pas changer le passé. On peut simplement agir sur le moment présent. Puis tu peux agir sur le moment présent, puis à ce moment-là, tu peux agir sur le futur, nécessairement. C'est pour ça que le passé, quand il disait, il y avait une phrase qui disait le passé garant de l'avenir, c'est plutôt le présent qui fixe l'avenir. Parce que le passé, il y a des gens qui vont avoir des passés, qui n'ont pas été faciles ou quoi que ce soit. Surtout des gens, mettons, il va y avoir des gens qui ont été des enfants qui ont eu des aventures malheureuses, qui ont eu des parents dominateurs, quoi que ce soit. C'est un passé difficile, fait que c'est justement des cas, ça, par exemple, parce que les enfants qui deviennent adolescents, puis un petit peu plus vieux, qui se dégagent de ce passé-là pour entretenir un présent plus créatif, puis donc plus dynamique pour que le futur soit meilleur. Parce que c'est ça, finalement, les mémoires, c'est comme je te disais tantôt, les mémoires, c'est un peu un accompagnement temporaire dans le temps que tu vibres le taux vibratoire. La fréquence même de ce que tu vis en expérience, tu as toujours une fréquence de ta mémoire, de ton esprit. Ça, c'est correct, ça y va. Et puis, à un moment donné, mais il faut que ça change. C'est comme un peu vieillir, là, c'est le même principe. Tu peux pas réfléchir à 50 ans comme tu réfléchis à 20 ans. Fait que c'est un peu le même principe. Tout doit aller de l'avant, tout doit se créer d'une nouvelle forme pour qu'enfin, tu te redécouvres toi-même. Et souvent, il y a des gens, d'ailleurs, ça me fait penser à d'autres choses. Les gens, souvent, qui vont avoir, comme le monsieur qui demandait pourquoi on n'a plus de mémoire, il y a des gens qui vont avoir peur, soit face à la mort ou soit un changement radical de leur être. Ils ont peur de perdre l'identité du moi, l'identité propre à soi. On a une identité propre à soi. Et en réalité, c'est une illusion parce que quand tu changes, si tu regardes ce que tu es aujourd'hui, mettons à 50 ans, et puis qu'est-ce que tu étais à 10 ans, ben, tu n'es plus pareil. C'est plus pareil quand tout, là. C'est comme une personne différente, mais tu entretiens pareil, tu as une mémoire, tu as un sens de réalité, tu as une nouvelle identité, puis que tu fonctionnes pareil, tu sais. Fait que c'est un peu le même principe quand tu meurs. C'est sûr que quand c'est la mort blanche, c'est juste de perdre le corps physique, puis de se débarrasser d'astral, tu passes à un autre niveau, ça c'est la mort blanche. C'est sûr que c'est la mort noire, ben là, c'est une perte d'identité. Mais encore là, c'est pas un constat de tête, parce que l'identité, tu vas toujours en garder une, elle va être différente. Tu sais. Un amnésique va fonctionner, même s'il n'y a pas de mémoire, c'est juste parce que ça le fatigue de ne pas se rappeler, mais il fonctionne pareil. Fait que la mémoire, c'est juste un support technique d'une personne. Puis, comme Einstein avait déjà dit, si justement je me rappelais tout ce que reste, je vais regarder dans l'annuaire de téléphone, je vais regarder mon nom, je vais retrouver ce que reste. Fait que c'est pas c'est sûr que la mémoire, ça a tout le temps été, je pense, le cheval de bataille dans l'enseignement supramental. Il faut en avoir une fonctionnelle, de savoir surtout ceux qui travaillent, puis ça, c'est bien sûr, savoir de la mécanique un peu de base. Mais pour le reste, en ce qui concerne l'évolution, la mémoire, c'est pas important. Ouais, ben c'est ça. C'est parce que pour être léger, il faut se libérer de toutes les attaches puis les mémoires qui peuvent nous alourdir dans notre passé. Tu sais, je pense que ça fait partie des clés de la libération. C'est en plein ça. C'est vraiment la libération. Puis je peux considérer qu'en exemple, c'est pas évident pour quelqu'un. Tu sais, c'est sûr que le dire, il en parlait, il dit ouais ben faut que tu lâches ta mémoire là. Je dirais qu'il y a un temps pour chaque chose. Puis il faut, une chose qui n'est pas à faire surtout, c'est de forcer un move d'évolution, de dire bon ben là, moi demain, je change complètement, je change. Puis ça c'est de l'ego, hein, c'est le moi qui veut se libérer parce que
ne faut pas non plus qu'une personne va évoluer puis se libérer ou dans une forme de peur, il veut se libérer parce que, bon, moi, je suis pas évolué, là, que ce soit se passer avec moi, tu sais, puis c'est pas de même non plus, ça marche. C'est pour ça, d'ailleurs, que les gens qui donnaient des séminaires, il y avait bien des gens, écoutez, là, il y a des gens qui sortaient des séminaires, même Bernard ou Daniel disait qu'il y avait des gens qui avaient pour un mois ou deux, là, soit à digérer ce qui avait été dit, ou bien à se détacher un peu, puis de dire, attends un peu, tu sais, chaque personne a sa vie à amener. Et puis, l'enseignement, de l'instruction supplémentaire, c'est pas ça qui va faire ta vie non plus, concrètement parlant, je veux dire. C'est bon pour la conscience, mais ça doit amener à être constructif, ça doit t'amener à vivre des événements que tu as à vivre, là, ce que tu auras à vivre. Parce que de toute façon, dans la vie, c'est la vie qui t'amène l'expérience, qui t'amène l'événement. C'est pas toi qui vas décider, bon, que tu réfléchisses d'une manière ou que tu réfléchisses d'une autre. Je veux dire, il y a un événement dans la vie qui va t'amener à activer ou à passer à d'autres choses. Ça, c'est une autre affaire. Quand on dit passer à d'autres choses, c'est ça. C'est d'arrêter le moment du passé qu'on a vécu, pour passer à d'autres choses. Ça peut être après un deuil, ça peut être après une grave maladie, ça peut être une coupure d'emploi, comme ça, quelqu'un qui perd son emploi et se retrouve avec rien sur la main. Moi, quand ça m'est arrivé, j'ai gelé un peu malgré tout. Là, je me suis dit, je fais comme une main, là, j'avais des comptes à payer, puis ça. Mais je pense que c'est le meilleur moyen, des fois, que pour une personne qui a là à se virer de bord, parce qu'il y a des gens, suivant la situation, quand il y a une petite marge de possibilités, il y a des gens qui ne feront pas le move, parce que les gens, habituellement, ils ont besoin de sécurité. Ils ont besoin de se sentir à l'aise, ils ont besoin de ne pas se sentir menacés. Fait qu'ils vont garder une petite marge de sécurité. Et puis ils vont dire, une autre fois peut-être, tu sais. Parce que, bon, la crainte, tu le sais, c'est le principal frein à l'évolution, c'est la crainte. Le monde a peur de l'inconnu, ils ont peur du camp dira-t-on, ils ont peur de se faire dire, lui, il se prend pour un autre, tu sais. Fait que toutes les raisons sont bonnes des fois pour essayer d'avancer d'un pas. Mais franchir un pas d'évolution, c'est en premier lieu, comme tu disais, couper ses mémoires, que ça fait des vieilles habitudes. Il y a des habitudes qu'on pourra changer, mais qu'on ne change pas. Ça, c'est une affaire à faire. Quelque chose de vraiment facile, c'est quelqu'un, moi j'en prends beaucoup, je prends des marches. Changer de sentier, changer de place, tu sais pas tout le temps prendre le même sentier. Changer de restaurant. Quelqu'un qui est un petit peu les moyens, changer son linge de temps en temps. Il y a des gens qui vont garder le pantalon et le chemise pendant 10-15 ans parce qu'ils disent qu'ils se sentent bien dans les vieilles affaires. Ça, c'est une erreur. Sur le plan évolué, là, se sentir dans ces vieilles affaires, c'est une erreur parce que tu te rattaches encore à ton passé. Tu n'as pas le feeling de vivre du neuf parce que finalement, la vie, c'est du neuf en autant que tu puisses le faire. Mais quand tu as le moyen ou l'occasion de faire de quoi de neuf, il faut que tu le fasses parce que la vie, vraiment, c'est un mouvement perpétuel. Et puis, là, tu vas le retrouver aussi des gens qui vont vivre une séparation de couple, un homme ou une femme. Ça ne doit pas de se replier sur eux autres mêmes, dire, moi, je ne me remierai plus, je ne retrouverai plus d'autres hommes ou d'autres femmes. Ça, c'est de la crainte, c'est des illusions de l'ego, c'est encore des mémoires de conscience de race, parce que c'est ça qu'on entend, on va entendre dans la collectivité, tous ces stéréotypes-là ou des archétypes. Le monde il est moulé dans des archétypes fondamentaux ils sont reliés à une conscience collective que les gens se rattachent à eux autres, ça les empêche d'avancer. Puis, d'un autre côté, ils vont regarder sur un point de vue de d'autres personnes, mettons, qui sont peut-être plus, dans une expérience de conscience, ils vont être plus marginalisés, ils vont être plus marginal. Fait que, mais je dirais que marginal, là, c'est pas grave. Quand tu commences à être marginal, tu rentres dans ton identité un peu plus, tu te détaches un peu plus de la conscience collective. Mais par contre, il ne faut pas que ça t'empêche de vivre. Faut que tu vives une vie. Moi, je sais bien, je vais écouter de la musique comme qu'est-ce que je veux écouter quand je veux l'écouter. Je ne me gênerai pas, je me dirai pas, là, c'est comme, je fais pas, là, je vais désinvoluer si j'écoute ça, tu sais. Mais à un moment donné, je fais assez de temps d'écouter, je vais le sacrer là, mais ça ne me dérangera pas. Parce que quand ça te dérange, c'est sûr qu'à ce moment-là, quand ça graffine, il y a l'émotion qui rentre là-dedans. Quand l'émotion rentre là-dedans, ça a de la mémoire. Puis quand la mémoire rentre dans un processus de conscience, c'est pas bon, tu sais. C'est un court-circuit.
il faut que l'électricité passe, il faut que le courant passe entre le positif et le négatif pour que finalement que l'énergie passe proactive puis pas passive. Fait que dans le fond, c'est pas compliqué, c'est juste que je te dirais que faut être prêt un peu, faut être prêt à faire le move, il faut avoir une conscience un ego assez mature pour être capable de bouger les meubles un peu de mémoire dans notre appartement, dans notre appartement cérébral, de dire, bon, ben là, je change ça là, puis je me sens bien de même. Je me sens bien dans le renouveau, je me sens bien dans le changement, puis on continue, tu sais, puis disons une prochaine fois, ben, on verra, tu sais. C'est un prochain move de conscience. Peut-être qu'une personne va rester comme calée pendant des années, ça, c'est chacun. Il ne s'agit pas non plus de vouloir accélérer une accélération de conscience pour, comme je te disais tantôt, pour vouloir se libérer d'un état. Si tu veux rentrer dans un état de conscience différent pour te libérer d'un autre parce que tu dois te libérer, c'est toujours de l'ego, ça. Oui, ben c'est ça, parce que, tu sais, quand on regarde les grandes religions, entre autres, les religions orientales comme, tu sais, le bouddhisme, où ce que l'être vise à atteindre le nirvana pour se libérer de la roue des réincarnations. Tu sais, tu regardes ça, puis tu vois que sa motivation, c'est de se libérer de la roue des réincarnations. Puis de la souffrance, c'est... Oui. Ouais. C'est ça, c'est de vouloir sortir d'une roue pour entrer d'une autre roue. C'est parce que tu détaches une illusion pour t'en créer un autre. Parce que finalement, l'esprit en soi, l'esprit que notre corps mental, il vit juste de l'instantané même, de la créativité. Et lui, c'est pas de lâcher un pour un autre, c'est d'être bien. C'est d'être bien. Si tu es bien pour le moment, ça donne rien de vouloir. T'es où ce que t'es. T'es tout le temps rendu où ce que t'es. Et puis, un désir, juste un désir, ça devient astral en partant. Fait que, faut pas se leurrer avec ça. Fait que, moi, je prends mon cas en moi, tu vois. Bon, mais une journée, j'ai écouté Bernard, oups, ça a flashé là. Bon, ben, à ce moment-là, le reste a suivi. Mais peut-être ça n'aurait pu pas arriver, puis peut-être ça aurait pu arriver dans 10 ans rencontrer une autre personne. Mais il faut toujours garder en conscience que, avant tout, ça, c'est tous les gens qui utilisent le supramental vont dire, c'est d'être bien dans sa peau. Être bien dans sa peau, ben, c'est ça qui est l'important, parce que si une personne s'impose un changement, bon, une personne va, mettons, dis-moi demain, je deviens végétarien parce que ça a l'air que c'est ça qu'il faut pas être carnivore. Ça ne marchera pas en partant. Une personne qui va arrêter de fumer parce que c'est juste une idée de l'ego, ça ne marchera pas. Il faut qu'une personne soit consciente, essaye bien dans son changement. À ce moment-là, ça va passer comme de l'eau. Sinon, le changement contrarié amène la contrariété. Et puis ça plonge la personne dans des états un peu des états, je dirais, régressifs ou négatifs, parce qu'une personne qui va avoir une vibration pas équilibrée, bien, elle va être portée à être négative. Elle va être portée aussi à changer pour d'autres choses. Je vais prendre un exemple, parce que ça m'avait frappé, cette télévision, un monsieur qui avait arrêté de boire, c'était un alcoolique, puis il avait transféré ça sur le jeu. Il avait passé au niveau du Canal V. Puis ben là, il jouait au jeu pendant 10 à 15 heures par jour. Fait que là, c'était juste un transfert. C'est ça que je vous dis tantôt. Oui, c'est ça, c'est qu'il ne règle pas le problème de base, mais il passe d'un problème à un autre. Fait que c'est pas une solution. C'est pas une solution. Puis une personne qui anticipe du changement dans sa vie, qu'est-ce qu'elle doit faire si vraiment elle le désire? C'est pas le changement dans sa vie, c'est d'agir autrement. Puis ça, c'est bien facile. On a de l'expérience tous les jours. Il y a une personne qui t'approche pour jaser de... Bon, ça c'est parce que c'est courant, ça. Une personne va critiquer un autre, va critiquer quelque chose. Ben, elle n'embarque pas là-dedans en partant, tu sais. Fait que si tu embarques déjà dans une conscience de race, dans un abaissement d'un autre, pour écouter un autre, tu dis, écoute, moi, ça ne me touche pas, puis ça ne m'intéresse pas de parler de ça. Fait que tu fais un petit move de conscience, tu sais. Tu vois quelqu'un qui s'en va, tu t'en vas quelqu'un de tes amis, puis il jette sa cigarette à terre, ben tu dis, gars, ça passe, tout le monde critique la pollution, ben tu pollues, il faut que tu prennes un peu un engagement, là, d'être un peu proactif aussi. Fait que c'est en faisant des moves concrets
que tu vas peut-être changer dans ta vie. Ça peut être la concentration au travail, ça peut être la confiance dans ce qu'on fait. Quelqu'un qui est, mettons, un artiste, ben, il va travailler autrement pour avoir une inspiration. Il y a toujours quelque chose, ça revient toujours quand même à l'action. C'est proactif, c'est l'évolution, c'est pas projection. Parce que projeter, si on peut projeter en masse des affaires, suivi d'un enseignement ou d'une instruction quelconque, là, tu peux programmer un paquet d'affaires, et puis ça marche pas de même. C'est vraiment... Oui, ben c'est ça. vraiment C'est là des pièges que j'ai observés. C'est que souvent, les gens, dans le fond, il y en a beaucoup qui ont une grande curiosité par rapport à que ce soit au niveau du phénomène extraterrestre, puis des notions occultes par rapport aux hiérarchies, aux forces invisibles, et ainsi de suite. Mais quand vient le temps de vivre la conscience dans le quotidien, j'ai l'impression qu'il y a peu de gens qui le vivent, tu sais. Oui, c'est exactement ça. Puis, je me rappelle, en 92, justement, après la guérison du cancer, j'avais été à l'hôpital, puis j'avais rencontré des infirmières, puis j'avais fait une petite conférence privée dans une maison pour les infirmières, puis ça avait été ma conférence, c'était la réincarnation au quotidien, parce que, comme je te parlais un peu tout à l'heure, c'était tout dans ta vie qui se passe, faut que tu sois attentif, observateur, pas en créer une paranoïa, mais attentif. J'avais trouvé ça bon, moi, déjà, quelqu'un m'avait déjà dit, quand tu te couches le soir, ben, au lieu de faire de la prière, là, fais donc un regard sur ta journée, tu sais, pour voir, comme ça, puis tu t'endors là-dessus. Et pour voir, c'est un peu pareil comme, tu vas t'écouter. D'ailleurs, c'est un exercice que j'ai souvent conseillé. Tu parles, tu t'enregistres sur une enregistreuse. N'importe quoi, tu parles, tu t'écoutes après. Et puis, tu vas voir que pas évident, tu sais, que ce qui va sortir de là, tu vas dire, maudit, j'en dis-tu des conneries, tu sais. Puis, c'est le même. Fait que c'est un peu le même principe. Tu sors ton tape le soir dans ta tête, tu dis, whoop, tu sais. Ouais, ben, tu donc, c'est peut-être pas si évolué que ça, mon affaire, tu sais, peut-être quelque chose que je pourrais faire autrement. Pas nécessairement, je dirais pas changer, mais agir autrement, parce que c'est toujours dans l'action, comme je te dis, c'est pas dans la volonté du changement, de dire, bon, ben, je vais essayer. Essayer, c'est bon rien. Il faut vraiment que tu prennes action dans le moment même d'une action différente. Ça peut être dans des achats. Il y a des gens qui vont aimer à s'acheter des choses beaucoup plus dispendieuses, en or qu'il n'y en a pas de besoin. Fait que là, à ce moment-là, ben, tu dis, écoute, j'ai besoin d'un système de son, je reste d'un petit 2,5. Tu n'achèteras pas un système de son de 2000$ qui vont faire vibrer les murs. C'est important, c'est une prise de conscience. Parce que, c'est exactement comme tu as dit tantôt, être conscient, ça n'a pas nécessairement rapport avec les forces invisibles, les ésotérismes, quoi que ce soit. Être conscient dans sa vie, c'est d'être cohérent avec nos actions, cohérent avec notre environnement, puis cohérent avec nous-mêmes. Ça, en partant, ben, ça peut être vraiment aussi dans le cas de la maladie, ça peut être dans le cas de, quand tu es malade, ben, faut que tu te fasses soigner. Fait que, tu n'es pas dans ta tête, dis, oh, ben, moi, là, la médecine traditionnelle, je me suis fait à ça. Écoute, fais de quoi, au moins? Va voir un traditionnel, ça dépend de ce que tu as. Moi, j'ai passé dans la médecine traditionnelle 2 fois, puis j'ai pas eu de problème. Mais il ne faut pas partir non plus avec un paquet de préjugés, là. Oh, mais il y en a un qui dit ça, l'autre qui dit ça. Il faut que tu te fixes dans ton action, et puis que tu fasses des démarches pour arriver à quelque chose d'intelligent. Puis si ça ne marche pas, ben écoute donc, si ça ne marche pas parce que ça ne va pas marcher, puis là tu poses la question, ben je vais faire d'autres choses la prochaine fois, ou tu le temps de rentrer en toi-même, tu dis, oh, mais pourquoi ça n'a pas marché, là? Ben, ça va te répondre, tu n'as pas de temps, ou ça va te répondre, tu n'as pas fait le bon choix, ou ça va te répondre, ben la prochaine fois, tu as eu l'expérience de là, la prochaine fois, tu vas savoir, tu vas avoir l'expérience, tu vas apprendre naturellement. Fait qu'un paquet de réponses peut t'arriver. Et puis ça, c'est un bon exercice aussi, je sais qu'il est conseillé par plusieurs. Tu rentres en toi-même. Les gens rentrent pas en eux autres mêmes. Ils écoutent à droite, pas à gauche, mais se rentrer en soi-même, comme je le disais tout à l'heure, à de te coucher, tu rentres en toi-même, tu dis, bon, ben là, ça a été intelligent, on dit mon affaire ou ça n'a pas été intelligent, tu sais. Puis je veux une réponse, tu sais. Donnez-moi là, ça y en rêve, demain, en événement ou tout de suite, mais je veux une réponse. Et puis c'est sûr qu'en main idée comme ça, à un moment donné, tu vas en avoir une réponse. Fait que là, tu rentres en contact des fois qui sera peut-être pas tout à fait assez clair, mais avec le temps, ça va s'éclaircir. C'est sûr qu'au niveau de ton état, l'état de ta mémoire, comme je disais au début, ton disque dur, s'il est bien, s'il y a trop de crasse après ton disque dur, ça va être difficile pour une mémoire vive. C'est difficile pour la lumière
de descendre dans l'ombre quand il y a à peu près, comment ça s'appelle ça, la mémoire trop condensée. Je n'ai pas le mot juste. André Moreau, il disait comme il faut, pas André Moreau, la génétique, engramme. Un engramme, si ça trouve dans l'engramme, ben c'est sûr que ça, c'est important que pour les gens, je parle des gens d'évolution qui veulent évoluer, parce que les gens qui n'ont jamais un foutisme de l'évolution, ben écoute, il n'y a rien à faire. Ils vont se plaindre de n'importe qui, ça va être la faute des autres, mais c'est pas la faute des autres. Ça, c'est un autre aspect de la conscience, c'est qu'arrêter de mettre la faute sur les autres. T'sais. Ça, c'est les gens qui mettent la faute carrément sur les autres, ne sont pas capables de prendre leurs propres responsabilités, d'assumer leurs propres actions. Eh bien, ça, c'est pas sur le bon chemin. C'est un des premiers critères à appliquer, c'est de s'assumer soi-même. Qu'importe. L'affaire des autres, ça ne te reviendra jamais si tu n'es pas capable d'assumer ce que tu fais ou tu n'as pas été capable de faire. Bon, ça te regarde toi. Tu n'as peut-être pas la préparation nécessaire, tu n'as peut-être pas l'habilité nécessaire à faire de quoi. Tu étais peut-être dans la lune, tu n'as pas été à l'attention, etc., etc. Fait que la faute des autres, ça se fait. Et même si c'est pas ta faute à toi, dis-toi que c'est toi-même le prochain. C'est toi-même la personne la plus proche pour faire de quoi de bon la prochaine fois. Va demander un conseil, ça, il n'y a pas de problème. Va te renseigner. Mais tout le temps que ça s'aille, le mental, ton propre mental qui va créer un événement quelconque. Et comme je te disais tantôt, rentrant en toi-même, dire, moi, encore chercher un job, mettons, ça peut être chercher un emploi. Coudonc, mais là, ça fait 1 mois et demi que je cherche, que je trouve rien, qu'on m'envoie pas de retour de CV. Regarde, t'envoies. Qu'est-ce que tu aimes dans le fond? Qu'est-ce que tu es capable de faire à vibration? Qu'est-ce qui t'attire le plus, premièrement? Fait que là, quelque chose que tu sais, là tu sais que c'est ça, telle affaire. C'est vrai, ça, j'ai pas pensé à ça. Moi j'ai été massothérapeute quand j'ai perdu mon emploi à 52 ans. Mm-hmm. Puis jamais, j'ai travaillé 35 ans dans un bureau. Jamais j'aurais pensé à aller à la massothérapie. Tu vois, fait que c'est quelqu'un qui m'a dit ça de même. Massothérapie, ça c'est un exemple, ça c'est quelque chose de neuf. J'ai 3 ans là-dedans. Fait que, mais c'est quoi, dans le fond, quelqu'un vous en a parlé, mais c'est quoi qui a fait le déclic? C'est la massothérapie? Ouais. Oui. Quand j'ai eu ma perte d'emploi, moi, ça faisait 35 ans que j'étais dans un domaine de bureautique ou de supervision de toutes sortes de bebelles des bureaux. Puis je me suis dit, là, c'est assez, je ne veux plus rien savoir de ça. J'avais 52 ans, fait que là. Et puis, moi, en réalité, c'était pas tout à fait de la massothérapie, c'était dans la relation d'aide. Les cours de relation d'aide pour aider les gens, là. Et puis, les cours étaient dispendieux, c'était à Laval, puis blablabla. Bon, je dis, la massothérapie, je n'avais pas entendu parler. Bon, c'était intéressant parce que c'était un peu, il y avait un peu de, pas des autres, il y a un peu d'ésotérisme là-dedans par rapport, c'était quoi, telle affaire du corps, il y aura les liens du corps avec telle maladie, toutes ces choses-là. L'étude du corps, j'avais tout aimé la médecine quand même, l'aspect médical de la chose. Fait que, puis t'as le contact. Qu'est-ce qui m'a attiré le plus? T'as le contact humain. Ça, le contact humain, en massothérapie, ça m'attire, tu sais, parce qu'il y avait des clients qui nettoient pour avoir être bien, pour avoir du bien-être, ces choses-là. Fait que c'était surtout le côté humain, puis le côté aussi nouveau, parce que ça sortait complètement je revirais vraiment à 360 là, de mon expérience passée. J'avais vraiment de faire ça. C'était le genre de job-là que tu vas être autonome, tu vas travailler pour un autre, tu n'as pas les mêmes horaires, tout ça. C'était un monde complètement nouveau. Fait que c'est ça. Quelque part en moi, ça m'attirait. Quand la personne m'a parlé de ça, elle dit, ça c'était en 2005, elle dit, il en demande beaucoup, puis ça t'intéresse pas. Ah, oui, tiens, pourquoi pas. Fait que le lendemain, j'avais été voir le qui m'avait ressources humaines, puis je m'étais fait payer un coup parce qu'il voulait me payer un coup. Fait que mais tu vas me payer ce coup-là, c'est ça que je veux. Fait que il y a quelque chose, mais il y a tout le temps quelque chose en toi comme ça. Ça peut être nécessairement une personne qui te dise, ou que tu vois une annonce dans le journal ou quelque chose à la télévision, tu dis, hey, ça m'intéresse, ça. Mais il ne faut pas partir avec l'idée que tu n'aies pas de manquer ou quoi que ce soit, parce que là, tu crées des illusions, des craintes, mais je vais être capable de faire ça. Moi, tu sais, c'est sûr qu'il faut que ça rentre dans un cadre précis que tes capacités. Là, tu sais, je veux dire qu'il n'y aurait pas
tu n'auras pas donné ton nom dans une centrale nucléaire, il faut quand même capoter. Mais il faut que tu dans ta capacité, dans tes études, ou dans tes capacités intellectuelles ou cérébrales ou manuelles, ça, tu te dis, ça rentre dans mes cotes, ça, puis j'aimerais ça faire ça. Fait que, puis écoute, on a toutes des choses en tête qu'on n'a jamais faites, qu'on peut faire. Puis c'est dans ce sens-là que quelqu'un qui veut être vraiment autonome, je parle d'autonome de conscience, eh bien, il va aller dans quelque chose comme ça. Et puis, à ce moment-là, ben, il crée en lui une identité, une individualité propre à lui. Et à ce moment-là, ben, ça l'aide toujours, c'est pas perdu. Parce que même si l'emploi fonctionne pas, il va savoir créer quelque chose en lui. Il va savoir créer quelque chose de neuf. C'est surtout ça qui est important, c'est la création du neuf en lui. Puis c'est tout le temps ça. Ça n'importe quoi d'ailleurs. Ça ne pas ça au travers d'une maladie, à travers une relation amoureuse ou un deuil, n'importe quoi. Le fait de traverser, de résister à quelque chose d'un événement qui va t'amener à déraper ou peut-être à régresser, que tu passes au travers comme ça t'emmène un influx nouveau, une nouvelle énergie dans ton mental. Et ton ego, lui, bien en profite, parce que lui, l'ego, à ce moment-là, il accumule des nouvelles mémoires. Des nouvelles, comme je disais tantôt, tu accumules toujours, tu enregistres toujours du neuf au fur et à mesure que tu avances, surtout dans la créativité. Et puis c'est là aussi, en même temps, qui est bien important, tu réincarnes même des mémoires du futur, parce que tu réincarnes pas juste des mémoires du présent. Puis réincarnant des mémoires du futur, c'est là, comme je disais tout à l'heure, tu peux changer un plan de vie. Parce que pour moi, il n'y a rien de fixe. Il n'y a absolument rien de fixe. D'ailleurs, c'est ça, je voulais faire une vidéoconférence là-dessus. Là. Ça aurait été la révolution du mental. Dans le sens qu'on a tout le temps été endoctrinés, tout le temps. Puis quand j'étais jeune, pourquoi j'ai rebiffé vite? Parce que je voyais un enseignement qui était très hermétique. Et puis, après ça, j'ai vu les religions. Après ça, j'ai vu la politique. J'ai vu la philosophie. Après ça, j'ai vu même la spiritualité, qui, d'une certaine manière, des fois, est assez hermétique. L'occultisme est hermétique. Puis là, quand il est arrivé après ça, les enseignements, des instructions de Bernard et de Daniel, je me suis dit, oui, ils disent de ne pas croire, ça c'est correct, mais dans qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils disent vraiment tout? Ou est pas encore une retenue d'information? Ça n'est jamais caché. J'ai écouté des conférences privées de Bernard, des conférences publiques, c'est pas la même affaire. Tu vois? Fait que dans une, il va beaucoup plus loin que dans l'autre. Puis c'est pratiquement que dans celle qui va plus loin, puis dans celle qui est retenue, il y a une information qui n'existe pas. Fait qu'à ce moment-là, je ne sais pas ce que tu veux dire, c'est que dans le réel, le fond du fond, il n'est jamais atteint. Il est atteint par ta propre action à toi que tu vas découvrir un jour. Ça veut dire, autrement dit, le plan de vie ou la programmation, donc ça c'est dans le concept de dire que c'est eux qui nous choisissent nos vies. Moi, j'ai tout été contre le principe, parce que pour moi, c'est un principe, c'est un concept. Quand je dis nous autres qu'on choisit nos vies, je veux dire, s'il y en a qui disent on choisit, un gars va choisir d'être ses parents, il va choisir d'être de ci, de ça, il va choisir de vivre un calvaire. Ça, pour moi, ça n'a même pas aucun bon sens, parce que tu ne peux pas rien choisir à partir que qu'est-ce qui est vibré dans un autre éther, dans un éther supérieur. C'est pas ici, ça, c'est vibré à un autre niveau. C'est pas toi qui choisis. Sauf que tu fais partie d'un choix selon ce que tu as été. Ça, c'est pas pareil. Ça. Donc, ça revient encore à dire, c'est qu'est-ce que tu vis actuellement, qui est très important. Parce que c'est un peu comme un concours, ça. Tu vas avoir ton bulletin à la fin d'année. Ça veut dire que quand tu passes à la fin, tu as ton bulletin, ton examen, bien là, tu vas aller où est-ce que le bulletin va t'envoyer. Autrement dit, tu vas-tu doubler ton année, on se réincarne, tu vas tripler ton année, tu te réincarnes encore plus, ou tu vas passer au secondaire, ou tu vas passer au collégial, ou tu vas passer à l'université. Ça ne faut pas se tromper, c'est un peu le même principe. Ça veut dire que c'est toujours l'instantané qui compte. Après ça, quand tu meurs, là, c'est depuis la même game. Ça veut dire que là, ce que tu as été ou pas été, parce que c'est surtout ce que tu n'as pas été finalement, là, ça va être tout décidé par des mécanismes qui vont faire que tout ce qui n'était pas bon, ça va être dilué. Il va rester qu'est-ce qu'il y a de bon. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Ben, ça va se réincarner selon des mécanismes, comme je te disais, je l'ai expliqué tout à l'heure, des mécanismes, des archives dans lesquelles que tu vas être proportionnellement annexé, et ça va te permettre d'avoir une autre vie. Mais dans le fond, tu choisis pas subjectivement. C'est un choix qui se fait à partir de ce que tu as été. Si tu es quelqu'un qui a été ignorant ou inconscient, eh bien, tu vas avoir un programme de vie assez lourd à vivre dans la prochaine vie, puis ce ne sera pas facile de s'en sortir. Il ne faut pas s'en cacher. C'est pour ça que je dis que tout enseignement, il faut faire bien attention à ce qui se dit, parce que le mensonge cosmique,
en réalité, est-ce que tout a été dit sur le mensonge cosmique? Ça, je ne suis pas sûr. Parce que Bernard a tout le temps dit que c'est une retenue d'informations. Ça veut dire que ce qu'on ne sait pas, on en sait beaucoup. On en sait beaucoup moins que ce qu'on sait. Fait qu'à ce moment-là, en en sachant beaucoup moins que ce qu'on sait, c'est que nous autres, qu'est-ce qu'on a à savoir, c'est d'être absolument le plus possible dans l'être. Parce que l'être en lui-même, ben, t'as l'humain, t'as l'être humain et t'as l'être. Finalement, tu as 3 étapes à passer. Donc, à partir de ces 3-là, quand tu es rendu dans l'être, eh bien, finalement, tu ne reviens plus ici, puis tu passes ailleurs. Un être cosmique. Mais à travers tout ça, c'est que c'est vraiment l'assimilation de ta propre énergie à toi, de ton vécu, en évoluant, bien sûr. Et puis ça, ben, moi, je prends mon exemple, ou il y a d'autres personnes dans le même genre, par contre, vraiment chanceux d'avoir une possibilité d'avoir un état de conscience évolutif. Quand je regarde des gens qu'eux autres, c'est bien malgré eux autres, c'est même pas de leur faute, mais des gens qui vont vraiment, remarque qu'ils ont envie qu'est-ce qu'ils vivent, là, c'est pas un jugement. Chaque personne est à sa place, mais je me sens choyé de vivre une vie telle que en état de conscience. Je me dis, ben coudonc, tant mieux, puis c'est à moi à régler ça, puis coudonc, à être bien là-dedans, puis même au niveau de l'ego va se dire, ben tant mieux, puis je vais faire mon possible pour continuer de même. Mais là, c'est un choix, mais c'est sûr que je vois, comme tu disais tantôt, y a-t-il des choses qui font qu'est-ce qui va changer? Ben c'est ça. Ça, c'est des événements de la vie qui vont faire que ça va être à toi à gérer des événements négatifs, parce que souvent, les événements positifs, c'est pas la même chose. Mais les événements positifs, c'est pour ça que les positifs et les négatifs, c'est du pareil au même. Les événements positifs, ben ça peut quand même aussi t'enfermer dans un état d'esprit qui va être prisonnier, parce que tu vas penser que la vie est bonne et belle envers toi, mais attention, tu sais. Profites-en, mais perds pas le courant que ce ne sera pas toujours de même, puis sois prêt, hein? Sois prudent la prochaine fois qu'il arrive quelque chose, bon, au moins tu vas être équilibré. Parce que pour moi, l'équilibre, c'est l'épine dorsale de l'humain, c'est l'équilibre. L'équilibre entre le pas trop bien et le pas trop pire. Quand ça va bien, profites-en, puis quand ça va mal, eh bien, ajuste-toi. Moi, c'est un peu ça, profiter quand ça va bien, puis s'ajuster quand ça va mal. Parce que finalement, les deux ensemble, c'est pas mal la vie qui se fait selon ce que toi, tu vas gérer dans ta vie. Oui, tout à fait. Bon, j'ai lu les commentaires sur le de chat, puis j'ai vu que les gens étaient intéressés beaucoup par le temps. Oui, fait que je pense que c'est le temps d'en parler. Qui? J'ai dit, s'ils sont intéressés par le temps, fait que ça doit être le temps d'en parler. C'est ça, c'est le temps d'en parler. Je lisais ça, ils disent, bon, ça 50, 24 heures sur 24, les extraterrestres voyagent dans le temps. Il y en a un qui dit, il n'y a pas de temps finalement, il y a un voyage dans le temps qui peuvent causer des paradoxes. Le temps est relatif. Le temps, c'est sûr que le temps, je pense que le temps, c'est vraiment, si on parle d'aspect d'évolution, c'est probablement l'aspect le plus important. Parce que le temps, on dit souvent que le temps change les choses, il faut prendre son temps. Puis le temps est relatif aussi. Je dirais qu'une personne, à la base, l'énergie, c'est vibratoire. Puis le temps, lui, c'est une partie de la réalité dans le sens que ce qui compose la réalité, c'est l'espace d'une manière et le temps de l'autre. Fait que les deux composent la réalité dans laquelle nous autres on est. Et puis, une âme vibre, un âme, ça accumule de mémoire, on le sait. Et puis donc, le temps, lui, il va toujours être proportionnel à l'énergie qui va l'emmagasiner. Si on prend la vitesse de la lumière, par exemple, qui est 186 000 milles à la seconde, je pense, je suis pas sûr. Et puis, la lumière, elle va toujours être dans l'espace qu'elle vibre, selon son réceptacle. Et puis, donc, elle ne pourra pas aller plus vite qu'elle va là, mais elle pourra aller plus vite dans un réceptacle différent. Donc, il y a une relation à faire toujours entre l'action qui actionne l'énergie et dans laquelle elle baigne. Et puis, à ce moment-là, pour l'humain, lui, un humain pour moi, chaque humain a une fréquence vibratoire différente. Puis, au travers de la fréquence vibratoire différente, tu as un temps qui va avec ça. Donc, à ce moment-là, une âme, par exemple, qui va être plus proche, mettons, d'un hermétisme
qu'elle va être fermée, qu'elle ne sera pas ouverte, eh bien, elle va vivre dans un temps plus slow, dans un temps plus condensé. Alors que quelqu'un qui va être plus vif d'esprit, comme on entend souvent dire, quelqu'un qui va être créatif, qui va être ouvert à une réalité nouvelle, eh bien, va avoir un temps plus accéléré dans son mental, parce que c'est au niveau du mental que ça se rejoint, au niveau du mental supérieur. Et parce que là, rendu au mental supérieur, c'est comme une douane, ça. Le mental supérieur, c'est une douane, et arrivé à la douane, eh bien, tu passes ou tu passes pas. Autrement dit, c'est que si tes bagages sont quelque chose dans le sens, on le prend tout le temps dans le sens qu'on l'explique là, imagé, là, si tes bagages contiennent de la matière intéressante, de la matière créative, tu vas passer, puis c'est quelque chose qui paraît louche un peu, tu ne passeras pas, tu vas être fouillé. À ce moment-là, donc, il y a un temps qui devient plus long, il y a un temps, donc, ça devient une perte de temps, finalement, parce qu'un temps long, c'est une perte de temps. Et les gens qui évoluent lentement, eh bien, il y a une perte de temps, dans le sens que l'activité mentale se fait moins vite, et donc le temps, il est ralenti. Donc, le temps en lui-même, c'est quelque chose qui, vraiment, c'est la différenciation de l'énergie même dans sa matérialisation, dans son contexte, on pourrait alimenter ça dans son contexte subatomique, dans le contexte subatomique de l'être, si on parle de l'être éthéré avec une conscience très fluide, le temps va être différent. Tu vas avoir des gens, à ce moment-là, des gens qui sont très éthérés, vont être en avant de leur temps. Tu vas avoir des cas comme Einstein, tu vas avoir des cas, des grands savants, là, qui ont parcouru le monde, ou des êtres ascendants comme Bouddha ou Jésus de Nazareth. Ils ont des temps très, très fluides. Pourquoi? Parce qu'ils sont connectés à un courant très, très électrisant d'un temps qui n'est pas mémorisable. À ce moment-là, c'est différent du nôtre parce que nous autres, ça va être porté, nous autres, je parle de l'humain général, il va être porté à avoir un temps très collectif, un temps qui ne bouge pas. Hein? Un étang, c'est que de dire, mais E-T-O-N-G, mais un étang, un océan qui ne bouge pas. J'avais déjà expliqué ça à un moment donné dans une vidéoconférence, d'où venait la lumière, même si c'est un peu symbolique, mais quand même, la lumière vient quand même de quelque part, dans un sens que elle vient de la source. La source elle-même, c'est quelque chose qui va émaner du froid. Parce que c'est un temps issu dans les univers, avant même que la Terre sait qu'est-ce qu'on consomme aujourd'hui, c'était un univers froid avant le Soleil, donc le Soleil est apparu. Donc la froideur, le temps se gèle là-dedans. Il n'y a pas de mouvement créatif de l'énergie à travers ce temps-là. Il n'y a pas de fluidité. À ce moment-là, ça avance, ça avance, ça avance. Il y a un mouvement, il y a un petit mouvement d'énergie. Là, ça va se fracturer. Et à travers ça, il y a une énergie qui va sortir. Donc le temps va devenir un petit peu plus rapide. Pourquoi? Parce que la densification d'énergie devient plus fluide. Donc le temps avance. À ce moment-là, la lumière va pouvoir traverser cette fracturation de densité, d'énergie. Là, la lumière va fracturer ça, elle va rentrer. La lumière, à ce moment-là, elle va éclairer, donc amener de la chaleur. Et la chaleur va amener à ce moment-là un mouvement plus rapide de l'énergie. Et puis là, le temps va accélérer. Et à ce moment-là, après ça, ça va amener le principe qu'on a tout le temps, qu'on a appris, les trois principes cosmiques, l'intelligence, l'amour, puis la volonté. Ouais. La volonté, elle va se matérialiser par le temps qui, lui, avance, parce que sa volonté a besoin d'un temps pour se manifester. Après ça, tu as l'intelligence, le mouvement, la direction qu'elle va prendre la volonté, et à se diriger dans un autre sens. Et enfin, l'amour, l'amour, je dis, c'est l'illusion, c'est la fusion. L'amour, c'est la fusion atomique, c'est la fusion moléculaire, c'est qu'est-ce qui tient, si tu veux, le temps ensemble, à partir de la volonté et de l'intelligence, et puis ainsi de suite, puis ça descend. Là, ça va descendre jusqu'à l'esprit. Là, je reviens en cause de la différenciation. La différenciation continue toujours en énergie. L'énergie descend, elle descend, et la lumière va créer les formes dont l'esprit humain. La matière, elle a, en même temps que ça a descendu, ça s'est réchauffé, que ça a amené une création, une manifestation. Eh bien, en deçà, en bas aussi, une création au niveau de la matière. Là, tu as la rencontre des deux principes. Tu as l'esprit qui s'est formé pour faire la fusion entre les deux, entre le sens de direction, parce qu'il y a un sens de direction là-dedans. Et puis, c'est l'avènement luciférien, finalement, si on regarde ça, cosmiquement parlant, l'événement luciférien a été le sens de direction de toute cette énergie-là que je t'ai parlé avant, parce qu'il va prendre de direction. C'était vraiment juste dynamique. Là. Il n'y avait pas d'orientation. C'était l'intelligence, si tu veux, à l'état sauvage, à l'état brut. Et puis le sens de direction, le sens de l'intention, parce qu'il y a une intentionnalité qui s'est manifestée avec la lumière.
eh bien, l'État luciférien a créé, donc, sur la planète, la direction et aussi, donc, la mémorisation de la matière qui est faite en fonction de se soustraire, si tu veux, de ce dynamisme-là et de développer l'âme s'est incarnée, donc, à partir de l'avènement luciférien, l'âme s'est incarnée, puis l'âme elle-même, elle devait, donc, elle aussi, s'orienter à partir de ça, parce qu'un âme, c'est c'est un peu comme quelqu'un qui était perdu, là. Ben là, l'ego a pris la forme. Lucifer ne pouvant pas retourner d'où ce qu'il est, parce que ça a été comme, si tu veux, un genre involontairement un piège de la création. L'âme ne pouvait pas retourner vers son lieu d'origine et demeurant ici, il y avait certaines écoles ésotériques qui disaient que les anges déchus ne voulaient plus retourner d'où ce qu'ils est parce qu'ils aimaient trop ce qui était ici. Il y en a d'autres qui disent, c'est d'autres choses. C'est qu'ils ont été justement déchus de la création parce qu'ils ont été jetés ici, si tu veux, emprisonnés, pris pour rester en quarantaine pour évoluer sur la planète, pour éventuellement un jour, qu'est-ce qu'il appelait, quand Bernard appelait la coupure des circuits universels, et puis que on a été comme ça plongé dans la matière, et, un peu un débrouille toi-même. Et puis tout ça, donc, ça a joué. Donc, c'est tout eu des facteurs de temps là-dedans. Donc, le temps, à ce moment-là, quand il est rendu, que je viens de dire, dans la création de l'ego à partir de l'état luciférien, ça a créé un temps subjectif, donc l'ego. L'ego, pour la première fois, l'ego pouvait voir qu'est-ce qui se passait, analyser, mais aussi en même temps, ça a tout créé, là, ce qui a amené la peur, la crainte, l'envie, la domination, tout ce que tu voudras. Ça a amené finalement l'humain avec tout son bagage qu'on le connaît aujourd'hui, mais là, dans un temps où, avec le temps que ça a pris, justement, on a vécu le temps de la Grèce, la Rome, l'Égypte, les Lumières, le Moyen-Âge, l'obscurantisme, tout ça. Mais chaque époque a eu son temps collectif et à travers, tranquillement, parce qu'on parle d'évolution collective, donc le temps il est assez traité lentement. Et quelqu'un qui ferait un voyage dans le temps, mettons, comme ça, par un groupe qui ferait psychiquement un voyage dans le temps, et il se retrouverait, mettons, au Moyen-Âge, il y aurait un écrasement il y aurait un écrasement, c'est un peu comme, tu vois, où ce que de la compression, tu vois dans un endroit que ça change de haut en bas, ou tu descends très très bas en bas de la terre, mettons. J'ai déjà descendu d'une mine de viande, puis il fallait que tu passes dans un appartement où ça décompressait, parce que ça te ressonnait jusqu'à des oreilles, tu avais une compression d'air, parce qu'on était trop bas. C'est le même principe. Fait que si on s'en voyage dans le temps, mettons, au Moyen-Âge, c'est que la conscience collective du Moyen-Âge, elle va t'écraser, parce que le mémoire collective, que toi, t'es pas capable, c'est comme si tu passes à l'université et on t'enseigne la maternelle. Ça marche pas pendant tout, tu vas trouver ça compressant. Et à ce moment-là, tu ne pourras pas rester dans un état de temporel comme ça, parce que ton ego, ton cérébral, il est habitué à vivre en 2011, tu te ramasses en 1400, ça marche pas. Puis si le cas contraire, tu t'en vas dans un temps futur, tel que tu es là, psychiquement parlant, tu t'en vas dans un voyage dans le temps futur, en 2500, là, c'est tout le contraire. Tu comprendras plus rien. Autant que dans l'autre, tu comprenais trop. Dans l'autre sens, tu comprendras pas rien. Puis tu vas être vraiment une arriéré parce que, ce qu'on parle tout le temps, actuellement, sur le plan de l'ego, tu t'en vas 2500 ans en avant, tu vas être fou, finalement, la fuse va te sauter. Fait que le temps, il est toujours proportionnel proportionnel à l'état de l'âme du temps, le temps qui existe. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont dire qu'il faut ramener en avant de son temps, parce que vouloir aller trop vite, on a la fameuse phrase de La Fontaine, la tortue puis la lièvre. Bon, ben, c'est un peu ça, c'est toujours, si tu vas aller en avant de ton temps, tu peux te casser deux jambes, ça sera pas long. Comme, par exemple, aussi, que tu peux pas non plus être arriéré. Parce qu'être arriéré, ça veut dire de ne pas vouloir comprendre, d'être borné, parce que tu te dis, j'ai tout mon temps. Ça non plus, c'est pas tout à fait juste, parce qu'avoir tout son temps, le temps, c'est quelque chose qui passe très vite. C'est un temps, le tapis peut te glisser en dessous des pieds, puis ça peut te faire prendre. Alors, ça veut dire, on peut-tu prendre son temps, ou être arriéré, ou aller trop vite, mais le temps, il est toujours relié à ta conscience. À ta conscience d'ajustement, dès l'instantané même, où est-ce que tu es capable, par ta conscience, de dire, là, c'est le temps, je suis dans mon temps, puis ça va être tout le temps à dire encore, comme je disais, c'est d'être bien dans la casquette, d'être bien dans ta peau. Parce qu'être bien dans sa peau,
ça peut être facile à dire, mais c'est pas tout le temps évident à faire, parce que ça prend un état de conscience vraiment balancé, vraiment équilibré, dans une profondeur d'esprit qui va faire que lui, donc référent à ta source, lui va tout de suite t'informer, t'instruire, de dire, ben là, c'est là. Tu n'as pas le choix, c'est là. Accepte-le de même, parce que si tu ne l'acceptes pas, tu vas perdre du temps. Ça, c'est une autre occasion où tu perds du temps. Des gens qui vont être bornés ou être furieux, ou ils vont être en état de panique, ou ils vont contester, ils vont chialer, ils perdent du temps. Et puis, ça peut être un temps précieux à perdre du temps de cette manière-là. Parce que dire que le temps se reprend, c'est faux. Tu ne peux pas reprendre du temps. Tu peux accélérer, mais tu n'arriveras jamais au même moment que tu es, même si tu vas reprendre du temps. Tu vas juste arriver à un moment donné, dans ton temps, toi, qu'est-ce que tu étais, mais qu'est-ce que tu as perdu, tu ne le retrouves plus. Fait que c'est ça, le lien du temps, c'est très important parce que le temps dans un humain, 100 ans qui devient intemporel, par exemple, il serait dans une création, autrement dit, il ferait même plus petit la création, parce que la création, c'est un chapiteau temporel avec de l'espace. Et à un moment donné, si la personne devient dans un état de conscience assez éthéré, elle va changer de spatio-temporalité. Mais là, si on parle de spatio-temporalité, on parle de spatio-temporalité différente de la nôtre. Autrement dit, ça sort de la psychologie humaine. C'est purement vibratoire. C'est vraiment une atomisation différente de notre esprit qui n'a même plus rapport avec notre agenda d'âme qu'on a actuellement. C'est une projection là qui ne se pense même pas. Parce que la pensée, elle a un temps, elle ici. C'est pour ça qu'on dit, qui dit que la pensée vient d'ailleurs? La pensée, c'est une réflexion quand elle vient à nous, mais les créatrices, quand elle vient d'un plan supérieur. Elle descend en nous, on la réfléchit, et puis on la traduit par ce qu'on est. Finalement, la pensée, c'est une traduction. Et puis, comme toute traduction, ben, il y en a qui traduisent moins, il y en a mieux qui traduisent mieux que d'autres, mais ça devient quand même quelque chose qui se traduit au travers le temps. Et puis, à ce moment-là, ça devient quelque chose de très mécanique pour certains, ça devient quelque chose de créatif pour d'autres. Fait que là, ça dépend tout le temps, là, vraiment, où ce que les gens sont rendus dans leur temps. Oui, c'est pour ça qu'il faut vivre son temps. Par contre, pour ce qui est de la question d'être en avance sur son temps, j'aimerais ça l'aborder par rapport au phénomène des précurseurs. Donc, les gens qui vont initier un nouveau mouvement de la conscience, qui ne sont pas dans le temps de la masse, tu sais, ils sont en avant de leur Oui. temps. Que ça ne va en avant du temps, comme Einstein l'était, entre autres. Ouais. Il y a l'autre aussi, celui qui, comment il s'appelle le scientifique, là, celui qui il est assis sur une chaise, le paraplégique, là, Stephen Hawking. Oui. Tu connais? Oui. Oui. Et puis, bon, puis l'autre, ouais, est en avant de son temps. Je ne dirais pas plus que c'est en avant de son temps, parce que notre temps, c'est dans ton temps que tu sais, mais en avant du temps, finalement, c'est en avant du temps, c'est tout le temps en avant du temps collectif. Parce que toi, tu ne fais pas être en avant de ton temps, tu es toujours dans ton temps. Fait que si tu évolues, tu vas toujours demeurer dans ton temps, mais tu vas évoluer dans un temps qui va rester approprié à toi, donc ça devient proactif. Comme je te disais tantôt, le temps est toujours proportionnel à ce que tu es. Oui, ben, je pense que j'ai compris l'équation. C'est-à-dire que l'individu, comme un Einstein, lui, il vit dans son temps, mais par rapport à la masse, il est en avant de leur temps. C'est ça. OK. C'est ça. On dit souvent ça, la phrase, il est en avant de son temps, mais il n'est pas en avant de son temps. Lui, il est dans son temps. C'est ça, lui, il est dans son temps, mais il est en avant du temps de la masse. C'est ça. Le temps de la masse, comme je t'ai dit tantôt, c'est sûr qu'un temps de masse, c'est slow, parce que on va le voir même dans l'enseignement. Ça, c'est dans l'enseignement tu l'as déjà mentionné, moi et tout, même d'ailleurs, je l'ai déjà dit. On regarde si écoute, sur 5 milliards de personnes, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont avoir une approche de conscience. Qu'importe ce que les gens amènent, ne sont pas juste statistiquement parlant. Fait que ça réduit beaucoup. Fait qu'il y a une grosse conscience de masse qui régit la Terre. Et c'est un peu triste. Je trouve ça triste un peu que ça s'aille ainsi. Même ça me rend des fois rebelle à savoir que je vais t'amener quelque chose quand même. Ça, c'est quelque chose que je voulais parler justement sur une vidéoconférence. Là. C'est un peu rebelle, mon affaire. Mais moi, je déteste viscéralement l'élite. Je veux dire, dans le sens là, de l'élite, la sélection. Mais c'est l'élite, dans le fond, qui fait la sélection.
mais je déteste viscéralement la sélection parce qu'on a eu des régimes sur la planète, ça a tout été de la sélection. On va prendre Hitler comme bon exemple, avec sa race aryenne. Pour lui, c'était la race parfaite, c'était la race qu'il traitait même les Slaves de sous-race, puis les homosexuels, puis les gitans, tout ça. Pour lui, l'important, c'était la sélection, ce qu'il appelle aussi scientifiquement l'eugénisme, par les gènes. Et je te dis ça, c'est parce que il y a les élus aussi, hein. Il y a les élus, il y a les contactés, il y a ci, les ça. Et puis enfin, les fameux 144 000 de la Bible. Et puis un jour, même Bernard, il en a parlé, j'écoutais ça dernièrement dans une conférence privée, sur l'état du monde, il disait que les gens seront comptés. C'est compté dans ce sens-là, COMPTS. Donc, il y a une sélection qui se fait, et puis, toutes les écoles de pensée s'entendent qu'il n'y en aura pas gros, OK? Le reste, ça va aller ailleurs, ça va être dompé ailleurs sur d'autres planètes, se réincarner. Fait que, il y a une forme d'élitisme de la lumière que ça ne change rien, là, bon, que je sais bien que ça ne changera pas les plans de la lumière, mais je trouve ça aberrant qu'il y ait une forme d'élitisme pour des gens qui, entre parenthèses, sont, comment je pourrais dire ça, sont pas responsables de leurs états d'inconscience parce que ils se réincarnent. Si tu prends des gens, mettons, dans une masse, conscience de masse, tu vas voir de très bonnes gens, tu peux voir des gens qui vont être harmonieux, ils vont être de service, mais par contre, il y a des gens qui ne passeront pas là-bas. Pourquoi? X raisons, là, des raisons réincarnationnelles. Puis, on vit dans un système de vie comme ça. Tu prends juste la naissance, tu sais, le sperme, hein, il va avoir 20 millions de sperme, puis il va en rester peut-être 20 000 avant qu'il rentre dans les ovaires. Il y a une coupure déjà là. On vit dans un système prédatorial tout le temps. Le meilleur s'en sauve, puis le méchant, manière de parler, celui qui est pas aussi meilleur va se faire éliminer, il va se faire supprimer. Quand je vois des événements qu'il y a eu, mettons, comme la Deuxième Guerre mondiale, même s'il y avait une raison intelligente en arrière de ça, ou qu'importe des événements macrocosmiques comme ça, d'élimination de personnes, où il va y avoir éventuellement aussi, s'il y a des cataclysmes ou des événements de fin de siècle qui vont supprimer peut-être, je ne sais pas combien, un quart ou la moitié de l'humanité, c'est des choses quand même que, moi personnellement, ça m'a tout le temps écœuré de voir que ça marche comme ça, même si je sais que c'est comme ça. Mais il y a une sélection de la lumière pour aboutir à quelque chose que tu as une élite qui s'en sort, et puis tu as un gars qui, pas un gars, je veux dire, mais un humain qui s'en sort pas. Et puis je trouve ça, finalement. Oui, c'est ça. Moi, je trouve ça aussi mal fait, le processus d'éveil qui est souvent rattaché à beaucoup de souffrance. Parce qu'il y a des gens qui vont se suicider parce que c'est trop lourd à porter, le poids de la conscience, le choc du réel, tandis qu'il y en a d'autres qui vont passer. Tu passes ou tu trépasses. Nous autres, c'est pas pire, on se conscientise puis on va de l'avant, mais c'est pas tout le monde qui réussisse à... C'est pas tout le monde. Ouais. Ça n'a pas changé depuis le temps d'Adam, parce que tu regardes qu'est-ce qu'on a appris au temps d'Adam, c'était quoi? Si tu mangeais la pomme, quand Adam mangeait la pomme, ça fait jeter du paradis terrestre. Ça ressemble beaucoup à ça, tu sais. Ça veut dire, pas touche, tu sais. Tu as le droit de prendre ce qu'on veut te donner, mais si tu dépasses la limite, tu vas être puni. Tu comprends-tu? C'est un peu le même principe. Aujourd'hui, ils ne disent pas que tu vas être puni. Ils disent que tu ne seras pas élu. D'après toi, c'est pas une grosse différence, là. Oui, c'est ça. Ça va dans le même sens. C'est que moi aussi, je sens cette domination-là qui est faite par les hiérarchies visibles ou invisibles, parce qu'on parle beaucoup de la manipulation des plans aussi, qui fait en sorte que, dans le fond, c'est toujours un nombre restreint qui passe à travers, puis les autres, c'est comme c'est plate à dire, mais c'est comme des rats de laboratoire qu'on dompe après l'expérience, tu sais. C'est ça. C'est exactement ça. C'était pas ça demander. D'ailleurs, il y en a déjà qui l'ont emmené. L'enseignement raélien, c'était ça un peu, hein, qu'on était il me semble que c'était eux qui disaient qu'on était, Lisée Lewin, c'est ça, il avait créé l'humain comme il prenait moins des rats de laboratoire. Puis je suis pas sûr que, je suis pas un raélien, là, mais je suis pas sûr qu'il n'y a pas quelque chose de tout à fait faux là-dedans, parce que c'est, donc, si on regarde ça au niveau d'une source, d'un niveau supérieur, tu parles de ce que j'étais parti tout à l'heure, j'étais parti dans une origine intemporelle qui était extra-lumineuse, mais sans sens de direction. C'est juste de l'intelligence pure. Là.
Donc, qu'est-ce qu'on t'enseigne dans le supramental? C'est qu'on t'enseigne de ne pas avoir d'émotion, pratiquement. On t'enseigne d'en avoir, mais pas de t'y rattacher. C'est ça? Ouais. Grosso modo. Et bon, Bernard en a souvent parlé, puis d'autres, tu sais, tu dois être mental, tu dois être, ni plus ni moins, être froid et être capable de gérer une situation. Maintenant, l'esprit avant l'ego, parce que l'ego va se plaindre, mais l'esprit ne peut pas se plaindre. Il ne peut pas se plaindre parce que lui, c'est pas dans ses archives, ça se plaint, il ne connaît pas ça. Fait que même le double lui-même, il est quelqu'un, c'est un contrepartie universelle qui va être, lui, c'est un peu de gardien du seuil, et puis il veut t'emmener à la porte de sortie. Finalement, c'est ça, le double, parce que quand tu meurs, si tu n'as pas accès à ton double, tu t'en vas dans le labyrinthe de la mort, puis tu vas chercher ton prochain tour. Fait que, bon, jusqu'à temps que tu aies assez intelligent pour connecter avec le double. Mais ça devient toujours une question d'ajustement. Bon, c'est ça le mot, finalement, une question d'ajustement. Et cet ajustement-là de la conscience, de l'élévation de l'homme vers sa conscience, du retour vers sa source, d'ailleurs, on dit du retour vers sa source, ça veut dire qu'à partir de la source même, je m'excuse, mais on s'en crisse de ce que l'humain va devenir, parce que les autres, ça part de là, ça part du sommet, puis en bas de l'Everest, là, ben, 3, 4, 5 milliards de personnes, s'il y en a juste 50 000 là-dedans qui vont traverser les Olympiades de la réincarnation, ils vont être bienvenus, puis le reste, on s'en occupe pas. C'est un système, pas le choix, c'est obligé de penser comme ça. Sauf que, au niveau de l'humain, c'est sûr qu'on est dans ce bateau-là, tu sais, et puis on est obligé de parce que ce qu'on apprend, et puis je reviens encore à tantôt de qu'est-ce qu'on est choyé. Ça c'est toi ou d'autres, même les gens qui nous écoutent, on est choyé d'une manière d'avoir une certaine approche un petit peu plus subtile, je ne dirais pas avancée, mais plus subtile de la réalité, et qui peut nous permettre, peut-être, selon ce que nous ferons, d'avoir une étiquette. Tu sais. Quand je dis étiquette, c'est pas une étiquette dans le sens, moi je ne fais pas dans le sens des 144 000 ou quoi que ce soit. Ben oui, mais c'est ça, parce qu'il y a des gens qui vont penser que c'est une étiquette pour aller en voyage en soucoupe volante. Non. Moi, je sais que tu en as parlé dernièrement, puis j'adhère pas à ça moi non plus. Pour moi, c'est un concept, c'est une doctrine ésotérique, puis bon, tant mieux, ceux qui adhèrent, c'est correct. Non, mais moi, je parle universellement parlant. Tu as une chance, ça voudrait dire, manque-la pas. Tu sais que Rudolf Steiner, moi, ça va m'avoir tout le temps marqué. J'avais lu un de ses livres, puis il avait marqué là-dedans. C'était son livre, le titre, il y avait le double éthérique là-dedans, en tout cas. Et puis il avait dit, quelqu'un qui pêche par conscience, quelque chose du genre, on ne sait pas exactement, mais quelqu'un qui pêche par conscience, il n'est pas sorti du bois. Autrement dit, si tu pêches parce que tu sais, tu as déjà un état de conscience avancé, puis que tu pêches par rapport à cette conscience-là, parce que tu sais que tu pêches. Autrement dit, tu es averti, mais tu fais fi d'avertissement. C'est pas bon, ça. Pour lui, là, c'est quelqu'un qui va se ramasser avec un gouvernement sur le dos, puis peut-être il va le perdre son étiquette. Parce qu'un avertissement, dans ce sens-là, c'est quelqu'un qui est conscient, mais qui joue. Bon, autrement dit, si j'interprète ça de même, c'est l'ego qui reprend dessus là-dedans. Le gars, il est bien, il est dans sa corvette, puis il va aller à 200 000 à l'heure, puis il va peut-être oublier de faire, même pas, il va passer sur un feu rouge pour montrer que lui, il est plus touchable. Ça, c'est le côté évolutionnaire de l'humain qui se pense plus touchable. C'est dangereux. Et dans un cas comme ça, ben, c'est bien de valeur, mais là, écoute, là, je suis pour bon, il est manipulé par l'astral, quoi que ce soit. Mais dans ces cas-là, je dois dire que c'est comprenable qu'il ne sera pas sélectionné puis il reviendra. Mais là, ça revient à dire quoi? Ça revient à dire qu'il y a une barrière. Si on oublie le sens de la justice divine, si on peut dire, ou bien comme on a dit tantôt, de la manipulation, qu'on est des rats de laboratoire. Si on regarde ça à un plan vraiment plus haut, c'est que il y a des états de conscience qui existent à partir de la source, puis à travers ces états de conscience-là, tu as des mouvements, tu as des endroits, tu as des fréquences vibratoires qui font que, bon, tu es libre, entre guillemets, pas libre arbitre, mais libre d'aller dans un sens, d'aller dans les mouvements d'action que tu vas faire. Et bien, écoute, donc, si tu n'es pas capable de faire ce qu'il y a à faire, eh bien, tu vas rentrer, tu ne rentreras pas par la bonne porte, tu vas rentrer par la autre porte. C'est peut-être ça, finalement, qui fait qu'en haut, ça pose pas de problème, ça, parce que l'intelligence, vu qu'il y a peu, ils n'ont pas ce sens d'observation
de compassion, si on peut dire, il n'y a pas de compassion. Ça, c'est dans la spiritualité qu'il y a de la compassion, tu sais. Mais au niveau cosmique, là, il n'y en a pas aucune compassion. Et ça pourrait aussi dire, ça va jusqu'à dire que les forces, même les forces du mal, autrement dit, s'il n'y a plus rien à faire avec quelqu'un, eh bien, écoutez, ils vont le laisser couler avec l'autre côté, puis on passe à d'autres choses. Parce qu'il n'y a pas de remise en question au niveau cosmique. Il y a juste de l'action. C'est-à-dire qu'ici, bon, on a de l'action, mais il y a remise en question dans l'action. Oh, mais c'est pas de sa faute, il va pouvoir se reprendre, mais je pense qu'à rendu à un certain niveau, tu ne peux plus te reprendre. Et puis, il faut vraiment que... Oui, c'est ça, mais c'est parce que j'ai l'impression qu'au niveau cosmique, ils n'ont pas d'émotion, ils n'ont pas, comme tu le mentionnes, d'empathie, fait qu'ils ne comprennent pas les souffrances que les êtres humains vivent sur Terre, et ça crée un débalancement. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est loin des autres. Tu sais, là-dedans, il faut que tu te dises une chose. On dit souvent, psychologiquement, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre d'en haut parce que c'est au-delà de la psychologie. Donc, c'est pas perceptible par l'ego. On peut en vibrer une partie. Bernard a déjà dit il y a des choses que l'humain sait et qu'il ne peut même pas exprimer. Fait que ça donne une idée comme quoi que le savoir peut être important. Il ne peut pas le verbaliser, même. Fait que c'est très... ça a bien de l'allure parce que qu'est-ce qu'on a dans notre esprit, on ne peut pas premièrement l'exprimer ou le verbaliser parce qu'on a un ego. L'ego peut-être qu'il ne pourra pas. Soit que la fuse y pètera ou nécessairement notre cérébral tel qu'on est conçu cérébralement, le côté intellectuel puis tout, ça débordera. C'est comme une rivière qui déborde, bien, à faire des dégâts. Oui, c'est ça. Parlant de débordement, on est en train de faire un peu des débordements dans le temps. Puis le temps passe aussi. Fait, il va falloir conclure l'émission. Sinon, il y avait Blanchard qui vous remercie. OK, ça fait plaisir. Et puis, c'est un temps qui a passé vite, finalement. Oui, le temps a passé vite à soir. Vous êtes un vrai verbomoteur, hein? Vous arrêtez pas de parler, puis... Oui, des fois, je me dis, je vais arrêter, il faut que je le laisse parler. Mais je le sais parce que tu m'as déjà parlé, toi aussi. Je t'avais écouté une fois dans tes podcasts, que la vibration, la parole accélérée, tu sais. Mm-hmm. Toi-même, tu sais que tu l'as déjà expérimenté. Oui. Quand on parle beaucoup, on dirait... C'est un peu comme je te racontais tantôt. Plus le temps est accéléré, plus il devient fluide, plus que l'esprit transparaît. Parce que tu n'as pas le temps de réfléchir trop, qu'est-ce que tu dis, tu sais. Ça sort. Puis j'ai écouté quelque chose aussi que j'ai aimé de Daniel Ménard l'année dernière, tu vas t'en rappeler, quand il a dit, tu sais, c'est de parler puis de parler, tu sais. Je sais pas si tu t'en souviens quand il a dit ça. Et au début, c'est plus difficile, mais il faut que l'humain apprenne à parler, à verbaliser. C'est important parce que la parole, c'est l'énergie. C'est l'énergie créative. Oui, ben il ramenait aussi, dans la dernière émission que j'ai eue avec Daniel Ménard, le fait que il enseignait ça à un groupe de 15 personnes, puis les gens ne veulent pas parler. Même si tu leur dis tout ce qui te passe par la tête, les gens ne veulent pas. Les gens vont avoir de la crainte, des résistances, de la peur. Ouais. Oui. Puis bon, pour résumer, faire un résumé, c'est que on a parlé beaucoup du temps, on a parlé de l'énergie l'énergie cosmique, on l'a fini un peu par les injustices. Mais je crois que tout ça, finalement, ça revient toujours à deux choses. Ça revient, premièrement, il faut être en harmonie avec son temps. Ça, c'est bien important d'être en harmonie avec son temps. Et que l'ego ne s'illusionne pas non plus d'aller trop loin, de ne pas se penser qu'il a plus de conscience, qu'il va pouvoir être supérieur. Parce que c'est souvent le problème des gens qui se conscientisent. Ça a été le mien, ça fait pendant les années 80, que je me pensais tellement que je voulais changer tout le monde. Je voulais que tout le monde ait de la conscience. Je voulais sauver tout le monde, tu sais. C'est qu'en ce moment, il était mieux plutôt de penser à me sauver moi-même. Fait que c'est très important pour la conscience des gens qui voulaient en conscience de garder un centre de gravité très, très proche de leur réalité. Et puis, de ne pas se casser la tête, parce que dans la vie, si tu es conscient, si tu t'approches de la conscience, tu as toujours une réponse quelque part qui va venir à toi. Il s'agit de savoir lire dans la réalité, de savoir interpréter de qu'est-ce que tu vas vivre comme un événement. Et puis même si l'événement, si grave soit-il, eh bien, il faut que tu dises toujours que c'est à la hauteur. C'est toujours à la hauteur de qu'est-ce que tu es. Oui, c'est bien dit. On va se laisser là-dessus. Donc, ça a été un plaisir là, de vous entendre à mon émission.
Ouais, ben c'est parfait. Fait que éventuellement, je Salut vous tout le monde. contacterai. Salut tout le monde qui sont dans ta salle. Et puis, bye-bye à toi, à la prochaine. Oui, bon, ben, il y a Jade aussi qui dit mais merci pour l'émission très intéressante. Vincent aussi nous remercie. Donc, les gens aimaient ça, fait que c'est bon signe. Bon, ben c'est beau. Bonne fin de soirée. Merci, bye-bye. Bye-bye.